Ça a été dur pour moi de me dire que j'arrivais dans ce monde-là. Je dormais 4 heures par nuit pendant 3 ans, à 10 000 abonnés en 6 mois. Notamment une vidéo très intéressante, parce que ça va concerner du monde, c'est l'expatriation des chats. Okay. Parce qu'en fait, c'était la première fois que j'étais aussi émerveillée par quelque chose. Si vous avez un tant soit peu d'âme créative, lancez-vous. Et là, je me suis dit, wow, mais je suis trop libre. Je me suis sentie tellement bien, Thomas, je te jure. Ils sont en difficulté financière. Quand elle n'est pas en train de faire le tour de tous les pays d'Asie, eh bien, Julie revient au bercail. Donc, j'ai réussi à l'attraper rapidement pour un retour chez elle dans la plus belle région de France. Mais c'est pas le bon compte pour parler de cette belle région, vous le savez bien. J'ai réussi à avoir avec moi Julie Théory, que vous connaissez peut-être. Si vous regardez cette vidéo, peut-être qu'elle vous l'aura partagée. Donc, du coup, qu'elle sait très bien que vous allez regarder jusqu'au bout. On va parler de création de contenu. On va revenir sur son parcours pour un nouveau Reelcast. Il n'y a pas de nom officiel pour ce podcast, je ne sais pas ce que je vais faire, mais globalement, sachez que c'est une interview et on va parler de création de contenu. De toute façon, cette page, j'espère qu'un jour, on atteindra les 100 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par tout ce qui est créateur économie et création de contenu. Il y a d'autres podcasts en prévision, mais aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à Julie. Bonjour Julie, ça va ? Salut Thomas, ça va et toi ? Salut tout le monde. Alors Julie, classique pour tous les podcasts. Peux-tu te présenter rapidement, toi, et ce que tu fais sur tes différents réseaux ? Ok, salut à tous. Moi, c'est Julie. J'ai quitté la France il y a maintenant 5 ans pour reprendre mes études au Canada. C'était à la base juste une étape et puis finalement, ça fait 5 ans et j'y suis encore. Voilà. Ce que je fais sur mes différents réseaux. Alors, plein de choses. En fait, j'ai YouTube, Instagram, TikTok. J'ai commencé YouTube en partageant mon aventure d'expatrié. J'ai commencé mon aventure YouTube en partageant ma vie à Montréal, donc tous les problèmes que tu peux rencontrer en tant qu'expat/immigré. J'ai partagé beaucoup de bonnes adresses et puis voilà, c'est comme ça que le Instagram s'est développé aussi. J'ai commencé à partager beaucoup de contenu sur les restaurants, les places à voir, des trucs et astuces. Voilà, et puis c'était pareil sur TikTok. On va dire, alors c'est vrai que quand tu parles du fait que tu es parti au Québec, ouais. Certains pourraient rapidement dire que tu as fait un contenu voyage, mais en fait on est beaucoup plus sur une sphère locale, quoi. T'as vraiment, sur Instagram, c'était beaucoup de tests, d'adresses, d'événements. Ouais. Et par contre sur YouTube, on était plus sur une vibe voyage, de vlog dans un autre pays. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je faisais un peu des deux. Je partageais ma vie d'étudiante parce qu'il faut dire que moi j'ai quitté donc un bon job, une stabilité. Ah c'est vrai, raconte un petit peu ton parcours parce que ça en inspirera. Ouais, ça doit être. Ça m'a inspiré moi, donc je pense que ça en inspirera d'autres. Donc si tu peux juste donner rapidement, tu prends le temps. Mon background, genre. Ouais, ton background. À la DJ Snake. J'ai un background. Genre, avant la création de tout ce qu'on connaît de Julie Théory sur les réseaux, quelle était la genèse du projet ? Oh. Ok, alors je l'ai déjà expliqué sur mes réseaux, mais ça paraît un peu farfelu quand je le dis, mais en vrai, j'étais pas forcément très heureuse dans ma vie. J'étais très stable, j'avais un job, j'avais un compagnon, j'avais ma voiture, j'avais ma propre maison, enfin bref, j'étais installée. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'étais plus spectatrice de ma propre vie, que c'était pas vraiment moi qui avais fait mes propres choix, que j'avais laissé la vie se dérouler et que les autres choisissaient principalement pour moi. Je savais pas exactement ce que je voulais. Et au final, un jour, j'ai décidé de partir en voyage en Thaïlande. Ah oui, c'est vrai, le voyage. Ouais, la Thaïlande, ah là là. Et en fait, alors c'est une histoire très bateau, mais j'étais sur un canot, je mets les mains dans l'eau et là il y a du plancton bioluminescent, donc l'eau s'illumine, il y a des paillettes partout. J'étais comme oh mon Dieu, c'est magnifique. Et là j'ai commencé à réfléchir sur moi. Okay. Parce qu'en fait, c'était la première fois que j'étais aussi émerveillée par quelque chose et que je me rendais compte qu'en fait, j'étais bien là-bas. J'avais jamais vraiment voyagé, donc c'était comme je découvrais vraiment ça. Et là, je me suis dit, mais je suis vraiment pas heureuse dans ma vie, en fait. Et c'est en fait de ce petit bout de plancton que tout a découlé. C'est idiot, mais genre j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais en vrai, je suis pas heureuse et qu'est-ce que je peux faire pour l'être ? Tu vois, qu'est-ce qui me ferait plaisir dans la vie ? Voilà.
Et donc, de là, j'ai commencé à chercher quel métier me plairait et quel métier surtout pourrait correspondre à mes attentes. Moi, je voulais pouvoir travailler partout dans le monde. Et donc, j'ai trouvé le métier que je voulais. J'ai vraiment eu une révélation, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, j'ai dit « Ok, c'est parti, il faut que je reprenne les études. » C'était un bac, mais un bac au Québec, c'est une licence en France. Donc, c'était 3 ans d'études. Et en fait, je me suis dit « J'ai rien à perdre. J'ai absolument rien à perdre, il faut juste que j'économise. » Donc, j'ai économisé le temps qu'il fallait, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir avoir… Donc, combien de temps de prépa, au final, pour tout ce projet Plus d'1 an. Plus d'1 an, ok. Plus d'1 an, parce que, tu sais, il fallait créer un portfolio. Parce que c'était une école d'art. La 3D, c'est une école… À la base, tu n'as pas besoin d'avoir des bonnes connaissances en art, mais il faut que tu prouves… Parce qu'une école, tu es censé apprendre. Donc, mais il faut que tu prouves que tu es capable d'entrer dans cette école et que tu as la motivation. Donc, il fallait un bon portfolio, structuré, logique, pour vendre la chose comme quoi tu es une bonne étudiante et que tu correspondrais parfaitement à l'école. Et donc, le portfolio m'a pris énormément de temps. Donc, je travaillais à côté. Forcément, comme tout bon trentenaire qui se respecte. Forcément. Et voilà, donc j'ai juste travaillé sans relâche pour avoir un portfolio viable. J'ai passé plusieurs entretiens dans différentes écoles. J'ai même été pris dans 4 cursus, alors que j'ai postulé que pour 3. Il y a eu... Tous au Québec ? Non, en France, et en fait, 1 au Québec. Et voilà. Et tu t'es dit le Québec, c'était l'occasion de changer de… Ouais. En fait, le truc, c'est que moi, j'aimerais travailler dans le monde entier. C'est prévu d'ailleurs pour bientôt, mais ça, je le garde pour l'instant. C'est mon petit jardin secret. Mais le but, en fait, c'était de pouvoir prouver que je suis capable, en fait, de pas seulement rester en France. Parce que comme j'ai fait toute ma scolarité en France, et puis j'ai travaillé en France et au Luxembourg, mais au final, c'était quand même toujours très proche. Le but, c'était de pouvoir montrer à des futurs éventuels employeurs que peu importe l'endroit, je suis capable de me déplacer, qu'il n'y a pas de problème. Puis c'était aussi pour vivre une nouvelle aventure, parce que j'étais aussi fatiguée un peu du système français, et puis du fait que, honnêtement, moi j'ai des diplômes, j'ai beaucoup de diplômes en fait, et j'ai jamais réussi à trouver un job dans mon domaine. Et on m'a jamais vraiment donné ma chance. Alors je veux pas me positionner comme une victime, peut-être qu'à l'époque aussi je savais pas trop me vendre, mais j'ai eu tellement d'interviews et à chaque fois c'était très souvent des hommes en face de moi, tu sais, qui s'écoutaient parler, qui me donnaient même pas la chance de me laisser dire en quoi je pouvais être un atout pour l'entreprise et tout ça, tu sais. Et à chaque fois, je ressortais de ces interviews en étant vraiment triste et en comprenant pas en fait pourquoi on me donnait pas ma chance, parce que j'avais les compétences pour, tu sais. Et en fait, j'ai cette impression que la France m'a pas vraiment donné ma chance de ce côté-là. Mais encore une fois, ça s'est se positionner comme une victime. Ça veut juste dire que je me suis pas assez bien vendue aux yeux des Après, gens. en tant qu'ancien RH, quand tu arrives à un entretien, ça retenait bien ça. Quand vous arrivez à un entretien et la personne en face ne fait que déblatérer à quel point son entreprise est bonne et à quel point il a des compétences et son background, fuyez. Fuyez. Un bon RH, un bon recruteur vous écoute parler pendant 1 heure. Et moins il parle, mieux il a réussi son entretien. Donc ça, sachez-le, ces petits tips. Donc je pense que tu as échappé à des expériences catastrophiques. Ouais. Mais tu viens de clore un trauma que j'ai peut-être en me disant ça. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Pour moi, en fait, on fait une petite parenthèse RH. En tant que recruteur, on nous apprend que le silence est d'or. Moins tu parles, mieux c'est. Moins de questions possibles, très ouvertes. Quand j'ai fait des entretiens avec des directeurs, avec des chefs de service, etc., et je voyais pendant 1 heure, ils ne la fermaient pas, ils n'arrêtaient pas de dire « nous on fait ci, nous on fait ça », etc. etc. J'étais là en mode « oh non, je vais leur dire ta gueule, je vais leur dire ta gueule » et laisser. En fait, on arrivait à la fin de l'entretien, je ne savais pas grand-chose, mis à part ce qui est sur le CV de la personne en face. Et le but d'un entretien, globalement, quand tu es recruteur, c'est je fais un pari sur cette personne, de me projeter que ça va être un bon élément dans cette équipe. Donc, tu n'as aucune sûreté, mis à part ton 6e sens que tu développes au fil du temps. Mais globalement, faut fermer sa gueule. Faut que l'autre parle. Et en fait, plus l'autre va… En fait, il y a même un truc un peu sournois derrière, c'est que plus l'autre parle et plus l'autre est à l'aise, plus il a de chance de dire une grosse bêtise. Ah, c'est vrai. Et s'il dit une grosse bêtise, bah, tu sais, par exemple, moi j'ai déjà eu
petite anecdote, j'ai eu un mec qui était tellement à l'aise en entretien qu'il disait ouais, bah là je viens à l'entretien, ça se passe mal avec mon employeur, là j'ai posé un arrêt maladie, donc du coup ça me permet de postuler et de faire des entretiens. Et Bah nous, ouais, mais bon, s'il fait ça avec eux, ils vont faire ça avec vous aussi. J'étais très intéressant, très intéressant, et du coup, bah voilà, ça disqualifie globalement. Mais si je l'avais pas laissé parler et si je l'avais pas laissé être à l'aise, il m'aurait jamais sorti ça et peut-être j'aurais eu un super mauvais élément. Il n'y a rien de sûr. Mais globalement, tu peux t'enlever ce stress-là parce que ça veut tout dire en entretien quand l'autre passe son temps à se valoriser plutôt qu'à... Et à dévaloriser. Ouais, c'est le candidat qui doit se vendre, pas nous. Mais écoute, moi je te dis, j'ai été tellement souvent dévalorisée que... Ouais, mais ça, c'est le piège parce que vous finissez par le croire en fait. Parce que si tous vos entretiens, ils s'enchaînent comme ça... bah c'est toi le problème entre guillemets, tu vois. Non, moi je me souviens beaucoup de problèmes en face. Mon dernier entretien, j'avais justement mon premier diplôme j'arrivais pas à trouver de job dans mon premier diplôme, du coup j'avais fait un autre diplôme et là je cherchais un job dans le domaine forcément, donc je déposais des CV et tout. Et j'ai déposé un CV dans une boîte d'intérim et juste à côté il y avait une boîte de sécurité. Et moi il fallait que je remplisse mon frigo, tu sais. Donc je me suis dit en gros pourquoi pas postuler là-haut, tu sais. J'ai fait 10 ans d'arts martiaux, j'ai déjà fait des jobs de sécu quand j'étais étudiante, la nuit sur les chantiers avec mon chien, tu sais, c'est comme why not, allez je dépose ça, tu sais. Donc je dépose le CV. Là le gars me rappelle, il me dit ouais on a besoin de femmes, donc voilà, mais de toute façon t'as pas l'air en gros de pouvoir correspondre au job. Pourquoi ? Parce que j'étais habillée en tailleur, talons, tu viens à un entretien, tu t'habilles bien, tu sais. T'étais féminine pour un job masculin entre guillemets. Ouais, entre guillemets, mais tu sais, encore une fois, c'est des vieilles idées reçues que tu sais, les femmes dans la sécu, elles sont pas comme ça, tu sais. Alors moi ça m'énerve parce que c'est tellement... J'ai été embauchée, mais le gars, il m'a clairement dit que je correspondais pas. Mais il me prenait juste parce que j'étais une femme et qu'ils étaient en pénurie de femmes. Au final, j'ai monté les échelons et puis j'ai eu une équipe de 40... t'as prouvé, quoi. Ouais. J'ai prouvé. Et puis voilà. Et puis après, j'ai dit... et t'as tout bas. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que dans la description que t'as faite, t'avais dit t'as rien à perdre pour tenter autre chose. Ouais. Mais dans ce rien à perdre, au final, et c'est moi ce qui m'avait déjà surpris à l'époque, c'est t'as tout vendu, tu t'es séparé de tout ce qui était matériel. Mais c'est matériel. Ouais, mais c'est fou parce que, moi pour le coup, j'ai jamais été très tour du monde, etc. Moi, j'aime bien, tu sais, genre t'as ta terrasse, etc. Je suis beaucoup plus routinier que toi. Et moi, ce move-là, j'étais en mode mais mon Dieu, tout ce qu'elle a investi dans cet appartement. Et effectivement, t'as raison, s'il y a le feu un jour, tu regrettes rien. Tu te dis, bon, tant pis, il y a eu le feu, et puis basta. J'avais toujours rêvé d'avoir ma maison. Je me disais que c'était ça vraiment qui allait me faire me sentir stable dans ma vie, tout ça. Quand j'ai eu ma maison, finalement, il n'y avait pas ce petit truc, tu sais. Il y avait quand même ce petit vide, et puis je me disais, mais en vrai, une maison, c'est rien de plus que 4 murs. Et puis en fait, je me sentais bien dans ma maison, mais comme je me sentais bien dans mon appart, comme je me sentais bien dans mes différents... Ouais, c'est ça. Et le jour où j'ai vendu la maison, que je me suis débarrassée d'absolument tout, je me souviens être sortie de chez le notaire, je venais de signer, j'avais plus de voiture, j'avais plus de maison, j'avais plus de copains du coup, parce que forcément, tu sais, quand tu t'exfatries, c'est quand tu... Compliqué. Ouais, quand tu quittes un pays, forcément, si la personne ne te suit pas, voilà. Donc, j'avais vraiment plus rien. Je me suis assise dans la voiture qu'on m'avait prêtée. Et là, je me suis dit, mais je suis trop libre. Je me suis sentie tellement bien, Thomas, je te jure, cette sensation était incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens, ils s'empêchent de faire des choses parce qu'ils ont des possessions. Et la plupart, les 90% des choses que tu as, c'est des choses que tu peux racheter ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Et une vie que tu as ici, tu peux la reconstruire ailleurs aussi. Même si, après, avec les amis, c'est encore différent. Les amis, la famille, ça, c'est un autre point. C'est sûr que c'est différent quand tu pars dans un autre pays. Mais tout ce qui est matériel, c'est juste matériel. Vous pouvez tout racheter. Voilà. Il y en a après le podcast, ils vont dire ok, c'est bon, je vends tout. Allez, Le Bon Coin, tac, je pars au Chili. Mais si ça peut, entre guillemets, ça peut vous aider à trouver la vie de vos rêves, allez-y. Mais tu vois, je trouve ce qui ressort de ce discours-là, c'est très vrai, c'est entre guillemets, le matériel, tu peux toujours le racheter. Ouais. Par contre, ce qui restera toujours, c'est la famille et les amis. Ouais. Donc ça prouve que c'est la vraie richesse. C'est profond ce podcast, c'est profond. On essaye. Alors, maintenant, la seconde question qui peut venir, c'est ok, donc Julie refait sa vie, elle part au Québec pour reprendre des études à l'université, études de jeux vidéo. Ouais. Pourquoi se lancer sur les réseaux en même temps ?
Ah, là, Parce que c'est ouais. un glaçage en plus, le travail. Laisse tomber. Alors, juste c'est du boulot, les gars. C'est vraiment du boulot. Bah, j'imagine que tes abonnés le savent, là, mais ouais. En fait, pourquoi j'ai décidé ça? Alors, moi, un peu comme Thomas, j'ai toujours été intéressée par les réseaux. Je trouvais ça cool. À l'époque, je faisais beaucoup de muscu. Et j'étais madame muscu, madame arts martiaux. Et donc, en fait, ben, je partageais ça sur mes réseaux. J'avais pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Enfin, pas beaucoup. J'avais 2000 abonnés. C'était quand même pas mal. En 2018, c'était déjà quelque chose. Hein. Ouais, mais j'étais pas vraiment régulière, mais je partageais quand même mes petits exploits, mes petits trucs et tout, j'aimais ça. Et en fait, j'avais envie d'explorer, de me lancer sur YouTube, mais en fait, je trouvais que ma vie était remplan-plan. Je savais pas quoi partager, je savais pas en gros ce qui pouvait être intéressant. Voilà, je me dévalorisais déjà, tu sais, en me disant, bah, j'ai rien d'intéressant en fait pour les autres. Et j'ai eu, quand je me suis inscrite justement à l'université, que ça a marché et que ben voilà, j'ai commencé à vendre tous mes biens et tout. J'ai un de mes amis qui est dans le domaine justement qui m'a dit Julie, ça serait bien que tu commences à développer ta communauté. Il m'a dit parce que selon les boîtes dans lesquelles tu travaillerais, tu aurais du mal à obtenir des promotions derrière. Alors, ben, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit que bah, c'était bizarre parce que les promotions dépendent pas d'une communauté. Ça, oui, ça dépend en fait de ton travail et tout. Mais voilà, il m'a donné ce conseil-là. Et en fait, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais partir vivre au Canada, why not? Donc c'est là qu'en fait j'ai décidé de documenter comment ça se passe en fait, une expatriation, une immigration, pour aider les gens justement à faire les papiers, à montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, que suivre ses rêves, ben, c'est stressant, c'est épuisant, mais au-delà de ça, c'est aussi très gratifiant et ça fait beaucoup de bien, même si derrière tu es en train de mourir physiquement et mentalement, tu sais. C'est clair. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'à la base, c'est cette phrase qui m'a fait me dire « Ok, il faut que je développe une communauté ». Et en fait, ben, j'ai commencé à prendre goût à ça. Je dormais 4 heures par nuit hein, pendant 3 ans, mais ça, c'était essentiellement dû à la charge de travail de l'école, qui était incroyable, bah, qui était vraiment impressionnante. Et puis, je sortais aussi une vidéo par semaine, une vidéo longue, hein, YouTube. Donc, effectivement, en fait, j'avais pas de vie. Et tu sais, quand j'avais des collabs, des trucs et tout, que j'allais sur justement des restaurants, des choses comme ça, c'était 1h30. Je me donnais 1h30, je faisais mon business, je rentrais, je travaillais. En fait, je faisais que travailler pendant 3 ans. Waouh. Ouais, c'était horrible. Voilà, je vous le dis, c'était horrible. Mais Alors, je tiens quand même à dire que c'était vachement bien, c'est quand tu as documenté ton arrivée au Canada. Alors, tu vas me dire si je me trompe, hein, mais tu as fait beaucoup de vidéos sur les papiers, l'assurance santé, etc. Notamment une vidéo très intéressante, parce que ça va concerner du monde, c'est l'expatriation des chats. Ouais. Et je pense, alors tu me dis si je me trompe, je pense que ces vidéos-là, encore aujourd'hui, font des vues et des commentaires. Alors, l'expatriation chat, je ne sais pas. Mais la plupart des grosses vidéos, ouais, tu sais, sur la RAMQ, sur tu sais, comment s'habiller au Québec, des choses comme ça, ouais. Parce que c'est du contenu evergreen, ça sera consommé encore. C'est ça, c'est des choses qui changent pas. Donc au final, ouais, si vous avez des thèmes comme ça récurrents qui reviennent, les gens ont besoin d'informations et souvent une vidéo donne des informations qu'une autre vidéo n'aura pas données. Donc les gens regardent tout ce genre de vidéos. Voilà. Ok. Sur une semaine, donc tu as dit, non seulement tu avais tes études, tu avais les devoirs de tes études, et en plus de ça, tu faisais les réseaux. Globalement, comme ça, à la louche, tu dirais que les réseaux, enfin, on va prendre YouTube et Instagram, c'était combien d'heures par semaine pour toi en volume de travail? Waouh. Bah, je publiais à peu près un réel tous les jours. Faut dire que Instagram, j'étais c'est vrai, t'avais un réel par jour aussi. Ouais, mais pas le week-end. Mais Instagram, en fait, je l'ai grandi à 10 000 abonnés en 6 mois. Mais il faut dire que j'avais déjà une base de 2000 abonnés. Ouais. Le truc, c'est que, pendant 6 mois, vraiment, j'ai publié des réels Instagram tous les jours. Ben, tous les jours, 5 jours par semaine. Et donc là, en l'espace de 6 mois, il a atteint les 10 000, voire 11 000. À un moment donné, j'ai atteint les 12 000. Mais là, je me suis rendu compte, j'avais beaucoup d'utilisateurs fantômes.
tu sais, parce Ok. que j'avais changé de niche en fait. J'étais passée de Oui. la muscu à Ouais. plein d'autres trucs, et puis finalement au Québec. Et en fait, j'avais beaucoup de gens qui interagissaient pas, donc j'ai enlevé souvent des abonnés. Mhm. Ce qui fait que je passais de 10 000, 11 000 à 9 000, 8 000, et puis tu sais, Ok. ça montait, ça descendait parce que j'en Ça enlevais aussi, tout c'est le du temps. taf. Hein. C'est beaucoup de boulot. Cliquer, Ouais. cliquer, Ouais, cliquer, ouais. parce que c'est manuel. Hein. Il n'y a pas encore. J'arrête pas de D'automatisation. dire que ça serait tellement génial qu'Instagram ait une fonction de dire, en gros, toutes ces personnes-là Mm. n'ont pas interagi avec ton contenu depuis 1 an, n'ont pas vu tes vidéos, est-ce que Ouais. tu souhaites les enlever? Mais moi, franchement, même si on me dit, il y a 30 000 personnes en moins, je clique mais direct dessus. Ben hein. ouais, mais ouais, parce que c'est les abonnés L'engagement fantômes mort. qui te pourrissent. Ouais. Du coup, tu avais. Et je peux pas te dire le nombre d'heures, mais Ouais, c'était ça énorme. prenait, Hein. C'était énorme. Je me rappelais plus que tu étais à 5 vidéos par semaine. Mais En je l'ai plus, fait parce que que c'était pendant monté. Hein. C'était ouais. des vidéos longues en plus. C'était pas du. Non, mais c'était pas du 15 secondes en mode. Je crois que t'en as fait 2-3, mais c'était vraiment pas. Non, On était ouais, vraiment c'est- sur un contenu local, sorti, Ouais. événement à faire et tout. Il y avait en Et, moyenne 40 rushs par truc, et puis après, t'avais pas pris t'avais pas fait la stratégie que certains ont fait, c'est-à-dire faire une grosse vidéo YouTube et tu sors que les extraits sur. Non. Ouais. Non, j'apprenais, et puis surtout aussi, tu sais, les grosses vidéos YouTube, c'est un peu plus lent comme contenu. Donc moi, en général, quand j'allais dans un endroit, tu sais, je filmais pour YouTube et je filmais pour Instagram avec deux formats différents. Tu sais, Ouais. un format vidéo horizontal et un format vertical. Waouh. Ouais. Ouais. Ouais, mais du coup, tu sais, ça a fonctionné. Ouais, c'est sûr que t'es monté à 10 000. Et encore, on dit 10 000, c'était 2022-2023. Ouais, c'était vraiment comme dit, je me suis vraiment focus là-dessus pendant 6 mois, mais j'étais plus capable. J'étais plus capable parce que la charge de travail à l'école était horriblement élevée. Tu sais. Et alors j'ai une question, on y reviendra plus tard après dans tout ce qui est plutôt business. Mais Ouais. donc du coup, t'avais le YouTube Mm. et t'avais Instagram. Mm. Et du coup, c'est quoi ton retour sur chaque plateforme? Et TikTok, ouais. en effet. YouTube, mes vlogs, ils marchaient pas vraiment. Mes vidéos longues sur les explications de l'expatriation, de l'immigration, ça faisait pas mal de vues, vraiment. Ça continue de faire des vues. Mhm. Mes vlogs, par contre, là où je donnais beaucoup de contenu qualitatif aussi, parce que je donne toutes les places qu'il faut visiter. Vraiment, je faisais des tours et puis je donnais mon avis sincère sur les choses. Donc là, par exemple, cet endroit, oui, il faut absolument que vous y alliez parce que c'est super touristique, parce que ceci, cela. Et puis, t'avais d'autres choses que je testais où je disais, ça, franchement, vous n'avez pas besoin d'y aller. Enfin, tu sais, je donnais vraiment du contenu pour les touristes ou pour les personnes qui s'installent, tu sais, de choses à faire. Mhm. Et en fait, et puis je partageais un peu ma vie aussi, qu'est-ce qui se passait dans la vie d'une étudiante. Voilà, ça, par contre, ça marchait beaucoup moins. Tu vois, j'avais genre 1, 2, 3 ou 4 cas vus max au démarrage, tu sais. Ok. Donc ouais, ça mettait un peu de temps à décoller, là où les vidéos longues, justement, sur les explications de l'immigration, fonctionnaient beaucoup mieux, quoi. Ok. Parce que en fait, les vidéos longues, immigration, expatriation, etc., ça va être du contenu éducatif. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que les vidéos vlogs, c'était plus parce que peut-être les gens étaient... Tu sais, moi ce que je vois souvent, c'est des fois les gens s'abonnent pour le contenu et des fois les gens s'abonnent pour le créateur. C'est ça. Et est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas encore assez d'attachement? Pourtant, t'as bien fait les choses, hein, parce qu'il y avait le fait de se, genre les gros guillemets, confier un peu sur sa vie, etc. Ça provoque un attachement. Moi, je sais que pendant un moment, surtout au début, c'était mes épisodes du dimanche, tu vois. Ouais, t'es trop mignon. Non, mais il y avait un épisode par semaine, chaque dimanche, j'étais en mode, et c'est pour ça que je me suis dit, ça va quand même bien le Québec, faudrait que j'y aille un de ces 4. Et ce que j'ai fini par faire. Oui, d'ailleurs. Ouais. Et on mange pas super bien. Voilà, c'est une anecdote. Ça dépend les restos. C'est pour Oui, ça qu'il faut ça mieux dépend suivre les ce qu'a restos. fait elle, Oui. parce que moi je me suis fait Écoutez-moi. avoir. Je me suis fait avoir de long en large. Donc ça veut dire que t'as pas suivi mes conseils? Honte à toi, Thomas, honte à toi. Bah après, moi j'étais bloqué à Montréal aussi, tu vois. Pas de Ouais. voiture ni rien, donc ça c'était. Mais moi, je sors pas de Montréal, donc si t'avais écouté mes conseils... Ouais, non, mais je suis en Montréal. T'as c'est pas tout. d'excuses. Tu vois, donc au final, ça prouve bien que des fois on regarde juste pour le divertissement sans forcément retenir ce qu'il y a derrière. tu Ouais, vois. ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait une sorte de. T'as fait une. Sur les 6 mois, il y avait vraiment un épisode, etc., qu'on suivait. Donc il y a pu avoir un certain attachement, mais tu sens quand même que c'était pas assez costaud pour, on va dire, rééquilibrer les vues entre le. Mais c'est surtout que le travail était trop important pour ce que ça apportait derrière. Mhm. Tu vois? Alors, on a tendance, en tant qu'influenceur, en tant que youtubeur, tout ça, d'oublier que ce sont des gens qui sont derrière les chiffres. Je sais pas si toi, ça te...
Ouais, Ça te parle, si. ça? Si. Ouais. Bah ouais, tu sais, tu regardes les stats, tu te dis, ah, les stats sont pas bonnes. Tu vois, les calculs sont pas bons, Kevin. Ouais, ça c'est Voilà. malheureusement on se le dit bien trop souvent. C'est ça. Et en fait, c'est drôle parce que justement, tu l'as mentionné, mais tout ce qui est vlog, c'est du contenu qui va techniquement créer de l'engagement et créer de l'attachement. Les gens vont s'attacher à toi en tant que personne, alors que justement, le contenu éducatif, les gens vont s'attacher à ton contenu, mais pas à toi. Ouais. Et ça, je m'en rends compte aujourd'hui sur mon nouveau compte Insta. Ok. Voilà. On va revenir dessus, parce que ça c'est Oui, aussi un oui, des c'est points bon, qui a attiré le plus de questions sur School. Ouais. Mais du coup, pour revenir à Instagram versus YouTube, tu dis que donc, les plateformes sont assez différentes. Ouais. Laquelle t'as préférée entre les deux et pourquoi? Alors, moi, je préfère YouTube, mais je trouve ça très difficile. Très difficile. Au jour d'aujourd'hui, je comprends pas encore vraiment comment il fonctionne. J'ai testé plein de trucs. Clairement, le contenu éducatif fonctionne mieux parce que les gens viennent sur YouTube pour trouver une information. Mais quand tu vois d'autres chaînes YouTube où ils font que du vlog et ça fait des millions de vues et t'es comme, bah ouais, mais moi je veux faire du vlog, mais les gens aiment pas. Et en fait, tu regardes et tu compares et tu te dis, mais en vrai, tu sais, ça. Je veux dire, pourquoi ça fonctionne pas? T'arrives pas à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Le truc, c'est que les gens qui apprécient tes vlogs, ils sont là du début à la fin, ils vont regarder tous tes vlogs. Mais ils sont moins nombreux, par exemple, que les personnes qui viennent chercher de l'information. Moi, j'ai une insight par Vas-y. rapport à ça. C'est pour moi être consommateur de plus en plus. Enfin, pareil, même si Instagram, c'est là où j'ai le plus de personnes et c'est là où j'ai le plus d'expertise, YouTube, c'est la plateforme qui m'intéresse actuellement pour grandir dessus. Donc, je m'intéresse beaucoup à ce qu'il y a autour. Il y a un truc, je pense, qui pourrait t'apporter beaucoup dans les vlogs. Dis-moi. C'est que, alors, vraiment, le truc que je trouve vraiment injuste et ingrat sur YouTube, c'est l'importance du titre et de la miniature. Oui. C'est quand j'entends certains dire ouais non mais ça représente 60% de notre vidéo, Non, c'est 90%. Les gens, s'ils cliquent pas dessus, voilà. C'est hallucinant à quel point c'est important et Ouais. le nombre de fois où je change les miniatures sur cette chaîne, voilà, j'ai pas fini. Mais ce que j'ai remarqué, une stratégie dans les vlogs qui marche bien, c'est, alors tes miniatures, toi tu les travailles super bien, elles sont belles, par contre au niveau du titre, j'ai vu certains faire un truc, je sais pas si toi si tu as déjà testé, c'est ton vlog il peut durer 45 minutes. Tu vas à la 33e minute répondre à une interrogation qui est souvent là vis-à-vis d'un certain sujet, etc. Le titre de la vidéo, c'est l'interrogation. Ouais. Pour amener les gens, etc. Et tu fais juste une petite preview en début de vidéo, genre 10-15 secondes, où tu montres différents éléments de la vidéo, notamment la réponse à cette question. Et en fait, tu tiens en haleine les gens parce qu'ils se disent je vais passer un moment avec mon vlog, elle va répondre à une de mes interrogations. Et plutôt que de faire, je sais pas si les titres, je pense que tu fais peut-être une thématique ou 3 jours à. Je suis 3 jours pas. à Ouais, le problème des titres, moi, c'est que, tu sais, en fait, j'ai pas forcément pensé mes vidéos avant parce que quand tu pars en voyage, c'est compliqué de savoir, tu sais, ce qui va se passer. Ouais. Et puis, comme moi, en général, je pars vraiment longtemps. Et puis, je fais pas des vidéos à thème genre, 24 heures dans la street food, 24 heures ceci, 24 heures cela, ou tu sais, des titres vraiment accrocheurs comme ça. Malheureusement, tu sais, je fais pas ce genre de choses pour l'instant parce que je suis pas sur place. Ça va venir un jour ou un autre, espérons-le. Mais ouais, du coup, c'est comme moi, c'est la journée. Comment se déroule la journée. Et le délire clickbait, tu sais, je l'ai testé, hein, comme tous les youtubeurs. Et c'est vrai que le clickbait, ça marche mieux. Mais souvent, tu as des commentaires où les gens, en fait, tu réponds, comme tu dis, à une interrogation et les gens te disent « Ouais, tu sais, titre mensonger, t'as jamais répondu à la question. » Et t'es comme « Mec, en fait, t'as juste pas écouté, en fait, parce que c'était là. » Et en fait, je dis beaucoup, en fait. Ça m'est arrivé une paire de fois et... Est-ce que ça t'a... Mais après, faut toujours se dire ça. C'est combien de commentaires sur une vidéo qui disent ça, sur le nombre de likes, sur le nombre de vues? Pas tant. Pas tant. Donc au final, il faut juste être un peu détaché de ça et... Ouais, mais tu sais, des fois, c'est compliqué d'être détaché de ça. Des fois, je comprends. Des fois, vous êtes énervants, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Je comprends, mais à la fin de la journée, il faut vraiment que tu penses à plus... Moi, en fait, au début, j'avais beaucoup de mal avec le clickbait et il y en a qui ont vraiment abusé, mais vraiment de fou. Maintenant, si c'est le même principe tu réponds à une petite question dans la vidéo, etc., pour te dire, moi, je suis tombé dans la trappe, mais à la fin, je me suis dit... J'ai passé 40 minutes devant la vidéo de quelqu'un, j'ai passé un bon moment, j'ai appris un truc. Bon, déjà, moi, je commente quand je commente rarement, c'est un défaut que je fais, c'est un défaut que j'ai, mais je me dis, j'ai passé un bon moment. Tu vois. Et c'est pareil par rapport aux commentaires négatifs, et ça, j'arrête pas de le répéter, il faut vraiment que vous ancrez ça en tête. Ok, dis-nous.
Ça fait combien d'années que tu es sur Internet? Que tu consommes Internet? Que je consomme? Ouais. Oh, longtemps, hein? 13, 16, 19 ans, un truc comme ça? Non, quand même pas. Ça fait beaucoup 19 ans. Bah, Ça 20 existait ans, pas encore. 2006. Ouais, 2005, si, bien sûr que Ah, si. tu parles de l'âge, tu parles pas du temps. Je parle du nombre de temps que tu as commencé vraiment à dire Internet, c'est ma visite quotidienne. Ah, je vais sur des quotidienne. skyblogs, Oh. je découvre Ah non, YouTube. non. J'allais pas sur les skyblogs, je l'ai découvert longtemps après. Oh, punaise, Bah- je suis une vieille, moi, les gars, vous vous rendez pas compte. Hein. Mais je dirais peut-être 2018-2019. Ouais, bah ta consommation, on va dire, intensive des réseaux. Sur toutes ces années-là, avec tout ce que tu as regardé, combien de commentaires négatifs tu as posé dans ta vie? Moi, j'ai jamais posé de commentaires. Je pose très rarement de commentaires. Et bah ça représente 95% des gens. Mm. Un commentaire négatif, il est bien s'il est constructif. Ouais. S'il n'est pas constructif, tu as juste une tempête émotionnelle en face de toi. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Oh, d'ailleurs, j'ai une question pour toi et pour vous. Tu sais, je me rends compte, en fait, mes vidéos Chine, elles ont fait genre énormément de vues au début. Et là, tu sais, à chaque publication de vlog, tu sais, il y a de moins en moins de personnes qui regardent. Mhm. Et je me demandais si c'était parce que sur la vignette, tu sais, je mets le numéro tu sais, pour que vous arriviez à vous repérer, tu sais, genre, ah ça, c'était la 17e, donc il y a encore, tu sais, genre, Ouais. 17 vidéos avant. Mhm. Est-ce que le fait qu'il y ait, par exemple, les numéros, est-ce que ça décourage à cliquer dessus ou pas? Alors moi, je te dirais que moi, personnellement, non, mais c'est parce que je te connais, je suis déjà Ouais, attaché ouais. au contenu. Mais je pense que pour quelqu'un de nouveau, je te dirais oui. Ok, moi, je Parce me qu'il va posais se la dire, question, ouais. Je vais pas comprendre parce que j'ai pas suivi les 15 d'avant. Mm. Par contre, tu peux le passer dans la vidéo, surtout quand tu es pas forcément au début, tu dis je vous retrouve voilà la suite de la précédente vidéo. En fait, ça te donne juste, il va se dire ah la précédente vidéo, bah ça avait l'air intéressant ce qu'elle a fait, je vais regarder celle d'avant, etc. Mais vraiment, si tu remarques que tu as une baisse un petit peu progressive parce que tu as mis ce titre-là, enlève. Ouais, ben je sais pas si c'est à cause de ça, tu sais, mais je me suis dit que ça pouvait être problématique parce que justement, il y a encore 17 vidéos à regarder derrière. Bah, la personne passionnée par ton sujet, elle va se dire trop cool, je vais tout consommer. Ouais. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, C'est pas comme ça que ça se passe. l'attention des gens est tellement fébrile à la moindre friction qu'il faut retirer toute friction possible. Quoi. Ouais. Faut vraiment, c'est le viewer, faut vraiment le prendre par la main, comme une personne âgée, et vraiment l'emmener tout doucement sur tous les... Faut l'emmener à Ikea, tu vois. Il y a Sil, les canapés, etc. Et à la fin, vraiment, on lui dit, bon voilà, ça c'est la facture. Ouais. Ce qui va être, entre guillemets, l'abonnement. Donc je pense, franchement, tête à test, en plus tu as les tests AB, et toi tu as quand même une bonne audience, donc je pense que ça peut être représentatif. Tu changes tes titres t'enlèves le chiffre, et tu mets juste une question à laquelle tu réponds dans la vidéo, pas forcément que ce soit central, et tu regardes comment ça se passe dans les prochains. T'as raison. Parce que vraiment, c'est... on va tester. On se rend compte, c'est... je t'ai dit, l'attention des gens, ça se mesure à rien, quoi. Vraiment, quand je vois mes courbes de rétention, moi, je chiale. Hein. Je vois 4-5 secondes, je te vois, ok, c'est ma gueule qui revient pas, alors. Mais non, c'est pas ta gueule. Mais c'est ton hook qui est mauvais, Thomas. Ton hook est mauvais. Bah, franchement, avec un hook, généralement, moi, je sais que sur mes trucs Instagram, quand ça marche très bien, je suis à 45%. Ouais. Quand ça marche pas bien, je suis à 26%. Hein, et franchement... Là, bah 26 c'est pas pire, hein. Des fois c'est pire. Hein. Ouais. C'est pas pire, ça c'est du Québec ça. Donc t'as préféré YouTube, mais moi, c'est pas le plus simple des deux quoi. Oh non, Instagram c'est easy peasy. Hein. Regarde, en 3 mois, bah là on va venir sur mon nouveau compte, je peux attaquer là ou... Alors, ou tu vas attendre encore un peu. Je regarde le planning, on va y arriver par la suite. Ouais, j'ai fait un planning. Vous le savez pas, vous le savez peut-être pas, mais ce métalleux est très organisé. Vu que je suis toqué, voilà, c'est ça le truc. Alors, juste avant, ça fait 4-5 ans que tu as lancé ton aventure de créatrice de contenu. Oui. À l'instant T, comment est-ce que tu pourrais résumer ces 5 dernières années? Épuisante. Il y a un mot, c'est épuisant, les gars. Voilà. Mais si on est toujours là, c'est que c'est épuisant, mais comparé à un... Par exemple, tu prends un métier... on va dire chiant, mais qui t'apporte un salaire, t'es en CDI, etc. Tu vas aussi passer 5 ans, c'est épuisant, mais tu dis... Ouais, mais c'est différent. Ouais, c'est différent. C'est différent, parce que moi, je fais ça à côté de mon travail, parce que ah oui, on a loupé quelque chose, c'est que grâce au réseau, j'ai trouvé un job, en fait. Grâce à mon talent aussi. J'ai quand même travaillé sans relâche pendant 3 ans, mais c'est les réseaux en fait qui m'ont permis de trouver les bonnes personnes. Enfin, c'est plutôt les bonnes personnes qui m'ont trouvé via mes réseaux. Une vidéo toute bête, hein.
C'était sur Instagram. J'ai fait une vidéo sur le beer pong. Le beer pong, moi, je ne bois pas. J'étais dans une pharmacie qui, en fait, les pharmacies au Québec, vous trouvez tout dans les pharmacies. C'est pas juste des médicaments. Vous allez faire vos courses là-bas aussi. Et en fait, je suis tombée sur un beer pong et j'ai fait « Oh, il y a même un beer pong dans la pharmacie !» Et en fait, le directeur artistique du studio dans lequel je travaille m'a trouvé comme ça. Et puis, c'est fou. Ouais, c'est de fou fou. comme histoire. Donc, il s'est abonné à mon compte. Et puis, du coup, quand j'ai vu son nom, j'étais comme « Oh mon Dieu !» C'est une star internationale. Ok. C'est genre le mec qui voyage partout dans le monde, il fait des confs et tout. Enfin, bref, voilà. Et du coup, c'était un prof à l'époque de mon école. Donc, on a commencé à tchatcher comme ça. Et puis, en fait, c'est lui, quand j'ai eu à la fin de mes études, j'avais pas encore fini, il m'appelle et il me dit « Julie, il est où ton portfolio ?» Et je fais, mon gars, il est pas encore là. Il me reste 3 semaines pour le finir, donc il va falloir attendre un peu. Il me dit, non, c'est maintenant. Je fais, ah. Super. Donc, ouais, génial, le truc. Stress. Ouais, loin d'être fini. Ouais. Moi, j'étais méga à la bourre. Hein. J'avais genre 3 semaines de retard et il me restait 3 semaines pour finir. Hein. Vous imaginez le truc. Donc, je lui envoie mon work in progress et genre 10 minutes après, il revient, il me dit, t'es embauché. Je fais quoi? De quoi? J'étais pas au courant, en fait. Et ça s'est passé comme ça. Donc, les gars, les réseaux, ça sert vraiment. Ah, c'est un panier opportunité. Ah ouais, tu sais, moi j'ai commencé comme dit sur conseil de mon ami qui me disait commence à développer une communauté, ça pourra t'aider. Et au final, ouais, moi ça a marché comme ça. Mais par mon travail aussi, parce que si mon portfolio était pourri, j'aurais jamais été embauché. Hein. Voilà. Je précise. Ah oui, non, mais ça c'est. Pour les mauvaises je confirme totalement ce que Julie est en train de dire. C'est au-delà de. Parce que les gens, des fois, ils pensent popularité, argent, c'est les deux trucs qui viennent, quoi. C'est je vais gagner ma vie avec les réseaux, ou alors je vais être ultra populaire. Alors, je tiens à dire, la popularité, ça va venir selon votre niche dans laquelle vous êtes. Ouais. Maintenant, de nos jours, je pense que percer juste avec sa personnalité, il faut vraiment avoir une personnalité bien ancrée. Comme Thomas. Encore, moi, je suis assez lisse, hein, je trouve. Hein. T'es pas lisse, hein. T'es pas lisse, Thomas. Et l'argent, ça peut être un complément de revenu au départ, ça peut devenir ensuite votre entreprise par la suite. Ça, voilà, je vous l'ai déjà dit, ça c'est actuellement ce que je fais. Mais il y en a qui ne gagnent pas d'argent. Hein. Il y en a qui ne gagnent pas moi, d'argent. ça fait 5 ans, je ne gagne pas d'argent avec ça. Hein. Ouais. Donc, mais ça donne des opportunités de zinzin. Ça donne des opportunités et puis surtout, ouais, ça développe tes compétences et puis c'est une belle vitrine en fait sur ce que tu es capable de faire. Tout à fait. S'ils ont parlé d'opportunités, c'est-à-dire Julie change de vie. Moi, je me dis, ouais, putain, c'est quand même incroyable ce qu'elle fait. Moi aussi, je vais tenter des trucs. Je commence à faire des vidéos. Il y a une vidéo qui pète en novembre 2023, je me rappelle encore, avant le travail, une vidéo qui a pris 10 minutes. Et 3 ans plus tard, accréditation Hellfest, j'ai mon auto-entreprise, je fais des collaborations avec des restos, etc. En termes d'opportunités, alors ça c'est vraiment l'anecdote du petit podcast, j'aurais pu aussi rencontrer des tas de groupes de métal hyper connus, etc. Mais moi, ça m'intéresse pas de faire du contenu sérieux d'interview, sérieux d'interview dans la musique. Je laisse ça aux personnes qui ont envie de faire ça. Mais tu peux faire du contenu un peu foufou. Dans la musique, tu aurais pu les interviewer, j'aurais mais genre clairement avec préféré. Ouais, les groupes, s'ils voulaient faire des trucs un peu plus perché, humour, c'est sans problème. On va dire, c'est plutôt ce genre d'interview-là, moi, qui m'intéresse. Ouais, je parler d'entrepreneuriat, on va dire, et de réseaux sociaux. Okay. Mais clairement, en termes d'opportunités, je vous le dis, peu importe la niche dans laquelle vous êtes, ça peut vraiment vous ouvrir des idées, des voies, des contacts. Et c'est pour ça, si vous avez un tant soit peu d'âme créative, lancez-vous, parce que vous ne savez pas au hasard de je ne sais combien de vidéos publiées à quel point ça peut vous apporter dans votre vie. Ouais. Ça, c'était la petite aparté. Donc du coup, ça t'a apporté... J'ai pas répondu du coup à la question. Vas-y, pardon. Mais c'était quoi rappelle-moi la question de base. C'était à l'instant T, comment tu pourrais résumer ces 5 dernières années épuisantes? Ouais. Mais on a dévié en fait sur autre chose. Après, c'était qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc toi, c'est principalement des opportunités. Ouais, moi, ça m'a apporté vraiment... Voilà, c'était ça. Ça m'a apporté vraiment des opportunités. Et en fait, j'ai aussi découvert que j'adorais ça. Parce qu'à la base, c'était stratégique. Comme dit, le but, c'était de pouvoir avoir une chance supplémentaire dans mon futur job. Et en fait, je me suis découvert une vraie passion pour les voyages et pour filmer, en fait, pour vraiment... tenir une caméra et puis trouver des bons angles, la colorimétrie, l'édition, toutes ces choses-là. Je me suis vraiment découvert une passion pour ça. Donc, au final, tu vois, tu peux avoir un objectif de base
et le laisser évoluer et découvrir en fait que tu es fait pour autre chose et puis que c'est en fait encore mieux que ce que tu aurais imaginé. Il faut juste écouter la petite voix à l'intérieur de toi, tu sais, qui te dit c'est ce chemin-là à prendre. Et au final, même si le chemin commence à dévier parce qu'il y a une autre voie qui apparaît, faut la suivre. Je suis pas en train de dire que je deviens comme Jeanne d'Arc, hein, mais Non, mais t'as totalement raison. Écoutez-vous et franchement, de toute façon, en général, quand tu fais le choix de la raison plutôt que le choix de ton cœur, ça fonctionne pas forcément bien. Ou alors ça fonctionne, mais t'es pas heureux. En tout cas, subjectivement parlant, c'est ce dont je me rends compte. Donc, Question un peu plus tricky. Vas-y. Donc on sait ce que t'as apporté. Qu'est-ce que ça t'a enlevé? Des années de vie, je pense. Non, mais comme dit, je fais pas ça à plein temps, malheureusement. En fait, quand on me demande, quand on me pose des questions par rapport à mon job, je suis vraiment en mode, en fait, j'ai 2 jobs à temps plein. Parce que, objectivement, ce que je fais actuellement, c'est je vais au travail, j'ouvre mon ordi, à 17h, je ferme mon ordi, les bonnes journées. Je rentre à la maison, je rouvre mon ordi et à 23h, je ferme mon ordi. Voilà, ça, c'est mes journées. En fait, je passe mon temps à bosser. Temps d'écran, 25 heures. Ouais, quand même pas, mais oui. Ouais, non, c'est vraiment... Mais encore une fois, il y a un objectif derrière. Tu vois, moi, il y a l'objectif de développer ma société. Donc oui, ça prend du temps et ça prend de l'énergie, c'est épuisant, mais je fais ça gratuitement pour l'instant, mais ça va me rapporter dans le futur. Donc, tu sais, c'est un temps que je donne volontiers, même si ça m'épuise, entre guillemets. Si vous faites ça juste pour le plaisir, ça va devenir une horreur de travailler comme ça. Parce que si ça vous rapporte rien derrière, c'est sûr que c'est pas possible sur le long terme de faire ça. Mais si ton but c'est de devenir influenceur, ou genre peu importe de développer développer ton audience en client, de transformer ton audience en client, là il y a une vraie stratégie derrière et puis tu peux te permettre de travailler comme ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, en soi. Ouais. Est-ce que je me suis... qu'est-ce que ça t'a enlevé? C'est, on va dire, de la tranquillité au final. Il y a des gens qui pourraient rentrer chez eux en mode fini pour la journée. Toi, tu réenchaînes sur un autre métier qui t'apporte pas forcément de revenus ni quoi que ce soit, mais tu sais que tu travailles pour le futur. C'est comme si tu préparais un marathon et tu sais que cette sortie-là d'une heure, tu vas pas faire un score de dingue, tu vas pas truc, mais cette sortie-là est essentielle avec d'autres pour construire l'objectif à la fin. C'est ça. Mais tu sais, ça m'apporte beaucoup de plaisir aussi quand même. Pas forcément quand je rentre du travail et que je me dis « Ah, il faut encore que je bosse, oh là là ». Parce que je vois vraiment ça comme un job. En fait. Oui, mais de toute façon, s'il n'y a pas de plaisir, c'est pas possible. C'est ça. Mais tu sais, le montage, parce que c'est des vidéos voyages. Donc, c'est du souvenir. Ouais, oui. Okay, c'est super agréable, tu vois. Donc même c'est fatigant de le monter, et puis tous les jours t'as pas envie. Franchement, je rentre du boulot, j'ai juste envie de m'étaler dans le canapé ou d'aller boire un verre avec mes potes, mais ça marche pas comme ça. C'est non, désolé les gars, je bosse. Voilà. Donc, mais tu sais, c'est des souvenirs et c'est magnifique. Tu sais, ça te rappelle des beaux souvenirs. Et au final, quand tu vas mal, qu'il y a ces moments-là dans ta vie et que tu les regardes, en fait, ça te fait du bien. Ouais. Tu vois, donc je bosse pour ça aussi, pour mes souvenirs. Tu vois, c'est pas seulement pour développer mon activité plus tard, c'est pour mes souvenirs aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a un vrai... Pour le coup de tes vidéos voyages, il y a un vrai ancrage temporel parce que toi, tu peux les regarder encore dans 6-7 ans et dire putain, c'est vrai que c'était ça. Ça, c'était la Julie d'il y a 7 ans. Ouais. Tu vois, c'est un peu pareil avec les stories Insta, mais c'est encore un truc. Moi, des fois, je vois des vidéos, je fais ça moi. Mais je comprends tout à fait à quel point il y a plus un ancrage émotionnel. Et que ça doit te faire plaisir de faire aussi ce montage pour sublimer, tu vois. Ouais. Moi, j'ai horreur du montage. Hein. Franchement, c'est un truc, ça me plombe. Écoute, je t'avoue que moi, ça me saoule aussi. Si je pouvais déléguer, je le ferais. Mais j'aime ça, mais pas à la quantité que j'en fais. Ouais. Parce que pour une vidéo, en moyenne, je mets entre 50 à 80 heures de montage dessus. Donc, ouais, ça fait beaucoup, tu sais. Ouais. Donc, forcément, peu importe la passion... Quand il y a autant de boulot derrière, ça devient frustrant aussi. Mais ouais, si je pouvais déléguer, je le ferais. Est-ce que tu as pensé à un moment donné, parce que c'est une stratégie que je vois souvent, alors il y a eu pas mal, donc ceux qui suivent l'actualité, il y a une chaîne, du coup Lorraine, qui s'appelle Mamie Twink, je sais pas si tu as vu. Non, je connais pas. Ils faisaient du World of Warcraft, ils sont passés à d'Urbex et ensuite ils font de la docu sur la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en difficulté financière parce qu'ils ont toute une équipe en CDI et les vidéos ne leur rapportent plus assez de vues, ils l'ont expliqué, ils ont ouvert un financement participatif, etc.
Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui leur ont dit, mais on comprend bien que chacune de vos vidéos, ça coûte tant et tant, parce qu'il y a des recherches, il y a du travail, des gens qui bossent derrière. Et en fait, la suggestion qu'il y a eu d'autres créateurs qui ont réagi à ça et des gens en commentaire, c'est pourquoi de temps en temps vous ne mettez pas une petite vidéo ultra simple, genre du facecam pour raconter un truc qui vous est arrivé, sans trop d'illustrations, parce que niveau montage, ça va être beaucoup moins. En plus, c'est généralement les gens aiment bien quand il y a un côté très naturel, très genre je pose ma cam et puis basta, comme tout le monde pourrait le faire. Généralement, ça capte des vues, il y a une rémunération quand même qui est derrière, et ça permet, au lieu d'avoir un mois d'attente entre deux vidéos, il n'y a plus que 2 semaines. Et si le créateur fait ça régulièrement, ça passe. Il y a aussi un autre exemple que j'ai, c'est l'influenceur fitness Eric Flag. Ah, je le connais, je le connais, de nom. Ouais. Il faisait beaucoup de grosses vidéos sur ses ultra-trails, etc., ses triathlons qui sont incroyables. Le mec investit un pognon pas possible dans ses vidéos. Et il a ouvert une chaîne off et il publie 2 à 3 fois par semaine. Et genre, il prend juste comme ça, il se filme, pas forcément en train de faire des runs, en train de rigoler avec sa copine, en train de faire plein de trucs. Et il a dit, je ne m'attendais pas à ce que cette chaîne-là fasse autant de vues, mais par vidéo, il a des fois du 30 000, 50 000, 70 000 vues. Pour des vidéos, il a dit, je travaille un peu, mais c'est genre, j'additionne les rushs, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une stratégie un peu un retour à l'authenticité, de dire, par exemple, on voit dans ton cas, ce que je te dirais, si tu as envie de t'alléger la charge de travail, ça peut être... je réagis à vos commentaires sur ma dernière vidéo et vos différentes questions. Si tu fais genre une mini FAQ, genre fin de vidéo, tu dis mettez-moi vos questions, j'y répondrai en facecam lors du prochaine vidéo, et ça te permet d'avoir un entre-deux où en plus tu réponds aux questions de manière, t'apportes encore plus de valeur sans t'embêter au montage. T'as raison. En fait, je comptais faire ça pour le bilan. C'est parce qu'une fois que j'ai sorti je prends toutes les questions qui sont intéressantes et puis je demande justement qu'ils me posent des questions. J'avais fait ça pour ma vidéo au Japon et puis c'est là, au bilan en général, que je fais ça. Mais c'est sûr qu'il faudrait que j'en fasse plus, t'as raison. Surtout que sur YouTube, c'est bien plus accepté que sur Instagram. Instagram, on dit « Ah, tu fais pas comme d'habitude ?» J'enlève. Hop, c'est beaucoup plus... je trouve ça encore pire. Le contenu Instagram, c'est vraiment, si t'es pas normé ou formaté, je vois encore actuellement, donc c'est très compliqué. Bon, maintenant on va aborder le sujet qui nous brûle les lèvres parce que c'est hyper intéressant pour moi, pour la commu et d'avoir ton retour. Tu avais un compte Instagram à 10 000 abonnés qui parlait du Québec. Tu as commencé à publier des choses en rapport avec la Chine, le Japon. Tu as vu qu'il y avait une chute de l'engagement parce que ça ne correspondait pas à ce que tu as fait par le passé. Tu as réouvert un autre compte. Pourquoi et pourquoi ? Alors en vrai, c'est encore pire que ce que tu es en train de dire. C'est, comme dit, mon premier compte Instagram, je l'avais démarré à fitness. Donc j'avais 2000 abonnés vraiment ancrés, fitness, tout ça. Et après, j'ai fait plein d'autres types de contenus parce que je suis une personne qui aime plein de trucs. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il fallait être niché. Et donc en fait, j'ai publié tout ce qui était Québec et tout parce que c'était... c'était des tests, on va être honnête, tu testes, tu découvres comment ça fonctionne et tout. Et donc là, ça a monté très rapidement. Mais le problème, c'est qu'il y avait différentes niches sur mon compte. Et je dis pas, quand tu es un influenceur qui est aimé pour ta personne, entre guillemets, peu importe le type de vidéo que tu fais, ça sera apprécié. Mais quand tu es un influenceur spécialisé dans quelque chose, les personnes, elles sont là pour ton expertise et pour ce que tu partages comme conseil et tout, et non pas forcément pour ta personne. Et je me suis rendu compte que moi, dans ma niche, j'étais plus une personne apparemment qui était suivie pour les conseils qu'elle pouvait donner. Donc quand je faisais du contenu Québec, les gens appréciaient ça. Et quand je faisais un autre type de contenu, ça marchait pas du tout. Mais moi, à la base, mon but après, c'était de développer tout ce qui était voyage. Et comme tu l'as dit, là, ça marchait pas du tout. Et en fait, j'avais beaucoup d'abonnés fantômes qui restaient abonnés, mais qui au final n'interagissaient plus du tout. Donc ça a été dur. Je me suis longtemps posé la question parce que tu sais, tout le boulot que tu as donné sur un compte pour finalement le jeter à la poubelle et en ouvrir un autre, je me suis dit mais au final j'ai rien à perdre, je peux essayer, ça fonctionne pas, les vidéos je les republierai sur mon ancien compte et puis advienne que pourra. Et en fait en moins de 3 mois, parce que là ça fait pas tout à fait 3 mois et je suis déjà quasiment à 5000 followers. Trop bien. Un excellent taux d'engagement, j'ai jamais vu ça sur mon ancien compte et voilà, non ça marche de fou en fait, ça marche vraiment bien. Je vais rebondir là-dessus. En fait là tu as vraiment la preuve que
plus c'est niché Ouais. et bien précis, mieux Ouais. ça marche sur un truc, quoi. Ouais. Et en plus, je pense que là, il y en a beaucoup de gens qui se sont plaints des changements qu'Instagram a implantés les derniers mois sur leur algorithme, la façon dont ils cherchent des gens. Et moi, je me suis déjà exprimé plusieurs fois à ce niveau-là. Et pour donner un peu d'insight, pourquoi est-ce que ça change, là, je trouve que c'est la meilleure période pour lancer et publier à fond son compte si tu as une niche particulière. Ouais. Parce que Instagram, donc du coup, publie, on va dire qu'il distribue bien plus à des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas ton contenu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, du coup, on arrive vraiment à un moment où même sur TikTok, les abonnés sont de moins en moins importants, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est de plus en plus, ça devient une valeur, ouais, peut-être pour les marques, mais sans plus. Mais en vrai, même pour Insta, hein. Ouais, Insta et TikTok, ça Ils commence à veulent devenir la même l'engagement, chose. les abonnés au final, c'est que des chiffres, et puis tu Ouais. peux avoir 100 000 abonnés et puis 3 likes sur un réel, c'est inutile. Ça prouve que quelqu'un a acheté des abonnés aussi. Hein. Oui, Et, accessoirement. et en fait, là où l'insight que je peux donner, c'est en fait Instagram maintenant, alors ça va être très tricky, quand il analyse ton Reels et l'engagement qu'il a, il est bien plus réactif des réactions des personnes qui ne te follow pas que des personnes qui te suivent. Ouais, c'est vrai. Donc en gros, on va dire, c'est pour ça que je dis les petits créateurs, là, ils ont le vent en poupe, parce que tu prends une niche avec toute sa population. Si toi, tu es tout petit dedans, et que ton Reels, il touche pas mal de gens de cette niche, mais qui s'abonnent pas forcément, mais qui réagissent, ça amplifie ta visibilité de dingue. Alors que si tu étais dans cette même niche, mais tu étais déjà big, tu étais déjà, etc., on va dire que tu as, je dirais pas qu'il y a un nombre fini d'abonnés, mais on va dire que les personnes qui s'intéressent le plus, tu les touches déjà. On va dire que tu touches pas vraiment de personnes en plus, il n'y a pas d'accroissement, donc il va moins propager ton risque. C'est un peu compliqué, mais ouais, mais je c'est pense pour que ça, vous c'est que suivez, tu dois faire le contenu justement en 3 points, c'est le bofu, tofu, mofu, là, tu sais, ces trucs-là. J'ai entendu, ouais, c'était T'as quoi du ça? contenu qui doit être amusant et puis faire venir des gens sur ton compte. Oui, ouais. Ensuite, tu as le contenu justement qui doit être ciblé, donc conseil et tout. Là, forcément, tu auras moins de personnes, ça va intéresser moins de personnes, mais ton engagement sera meilleur. Les gens vont rester plus longtemps sur ta vidéo et ça doit être du contenu vraiment qualitatif. Et puis voilà, après, c'est répondre à des questions, des choses et tout. Il faut avoir ces 3 types de contenus et être d'accord avec le fait qu'il y en a un qui va vraiment faire beaucoup de vues, ramener du monde et tout ça. Puis les autres qui seront plus spécialisés où tu auras moins d'interactions dessus, mais ça sera plus qualitatif. Ouais. Alors moi perso, j'ai décidé de que faire le truc qui marche bien. Bah, Là, tu avec, peux, mais toi c'est ta niche aussi, tu sais, je veux dire métal, moi blague. c'était compliqué, hein. Franchement, Ouais. je dois dire, les gens du school le savent, mais moi c'est vrai que j'ai passé, je vais pas dire une traversée du désert, mais moi je me suis beaucoup cherché en termes de format qui me plaisait. Ouais. J'ai tenté l'éducatif, j'ai tenté éducatif avec un peu plus d'humour, j'ai tenté vraiment purement blague, purement court, et en fait les vues étaient tellement variantes, je savais pas trop sur quel C'est pied aller. compliqué, ouais. Et là, quand j'ai lancé les Et Dieu créa récemment, j'avais un contenu qui fait de la caricature, de l'humour. Moi, ça me fait rire, ça fait rire les gens. Et je vois que même si il n'y a pas forcément les mêmes résultats, je sais que c'est vraiment sujet dépendant. Forcément, Bring Me The Horizon, New Metal va plus parler que les fans de deathcore, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le milieu. Donc ça va être vraiment sujet dépendant. Mais par contre, j'ai décidé, je vais continuer là-dessus, je vais faire mes collabs. Je vais peut-être faire de temps en temps un petit truc qui sort de l'ordinaire, mais je sais que ça va pas marcher. Mais il fallait que je trouve. Moi, je crois principalement sur. Je dis bien c'est différent. Moi, je suis vraiment axé divertissement, divertissement. Il n'y a pas vraiment plus de. La musique, c'est trop large. Les gens ont tous leur goût particulier pour vraiment faire. Et l'éducatif, il y a déjà tout le reste de la commune qui le fait très très bien. Donc, je vais vraiment rester dans la sphère divertissement. Et je sais que moi, dans le divertissement, il fallait que je trouve mon format clé que je veux développer, etc. Et là, je l'ai trouvé, je suis content. Et je vais même incorporer du lore, je vais mettre Dieu à la machine à café qui se plaint de Zeus et de Satan au RH, enfin, bref, faire des trucs pas mal. Mais il fallait que je trouve le monoformat que je vais répéter, et que les gens vont se dire j'aime bien ce format, ah tiens on a fait d'autres, je vais consommer. Parce qu'à chaque fois si j'ai un risque différent, en fait d'où vient le truc, c'est que j'avais discuté avec mon meilleur pote, qui me suit depuis le départ, et il se plaignait en fait d'un autre créateur de contenu qui disait j'aime bien ce qu'il fait, mais de temps en temps il fait ça, ouais, ça me saoule. Et je lui dis mais d'accord, donc toi t'aimerais bien en fait qu'il fasse que ça. Il dit ouais, généralement je m'abonne à quelqu'un parce qu'il a fait un truc et qu'il le fait tout le temps. Ouais. Et en fait je me suis rendu compte que c'est la mentalité de la plupart des personnes sur Instagram et même des fois la mienne. Et ça a tout changé. Mais
encore une fois, ça dépend vraiment de la niche. Quand tu fais du divertissement avec du métal, moi je veux dire l'humour et le divertissement, ça va. Sur le compte Moselle.rare, là c'est super simple. Les Mosellans suivent pour du contenu sur la Moselle. Je peux faire de l'humour sur la Moselle, je peux parler d'un accent mosellan, je peux parler d'un resto mosellan. Ils vont kiffer. Donc pour le coup, c'est une niche super cool. Et c'est là où je trouve que recréer un compte Insta, c'est tout à ton bénéfice parce que là, tu as un compte Insta qui est spécialisé Asie. Donc les gens qui kiffent l'Asie, généralement, ils vont trouver... C'est ça. Après, c'est sûr, si tu commences à faire... je vais vous donner mes groupes de K-pop préférés. Je pense après, si tu commences à trop faire je dirais pas de hors sujet, mais genre un peu trop, tu sais pas un peu trop du sujet corps de tourisme et voyage en Asie. Ouais. Je pense que ça, peut-être, tu perdras un peu en engagement. Je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai plus de spectatrices. Ce que j'aime d'ailleurs, parce que voilà, je suis une femme et puis j'ai envie d'être suivie plus par des femmes que par des hommes, tu vois. Normal. Et en fait, quand je parle de ce type de contenu, ça marche mieux. Ça marche mieux et surtout, je récupère beaucoup plus de femmes. Ok. Oui, le Reels sur Mulan. Je mettrai juste un truc à l'écran, je le mettrai dans la description parce que celui-là, combien de vues ? Plus d'1 million. Wow. Mais attends, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'à la base, tu sais, j'ai pris ça pour parler de la culture mongole et de la culture chinoise. Ouais. Mais les gens ne lisent pas les descriptions. Et en fait, ça a développé des débats féministes dans les commentaires. Mais c'est bien, tu vois, c'est très bien. Mais moi, du coup, je me suis pas... Non, je me suis pas insérée dedans parce que le but, c'était vraiment de parler, en fait, des différences entre la culture chinoise et mongole à ce moment-là, tu sais. Et ça a pris une ampleur. C'est là que tu vois vraiment, comme je te dis, que les gens lisent pas les descriptions. Mais je pense que ça a dû t'apporter... Ça m'a apporté beaucoup de followers. Mais des followers de qualité, pour le coup. Des followers de qualité. Parce que tu parlais de culture asiatique. Ouais. Followers féminines, je pense, qui sont plus pour la cause. Franchement, ça a dû... Tu t'attendais à un tel banco ? Non. Okay. Non, je m'attendais pas à ça. Ouais, mais ça m'a fait plaisir. Tu sais que... Et je me suis dit, punaise, pour 2 minutes de montage, je fais 1 million de vues alors que des vidéos genre où j'ai 3 heures de montage dessus. Ça, c'est l'histoire de toute vie. On se sait. Hein, après, il faut toujours dire, ça je précise aussi en insight, vous pouvez publier un mème qui va faire des millions de vues et faire rire beaucoup de monde. Il va malgré tout pas... Si vous aviez fait la même vidéo en facecam de l'éducatif ou un truc plus personnel, vous auriez eu beaucoup plus de followers que ce type de contenu-là. Parce que ce type de contenu-là, en termes de conversion en abonnés, je trouve que c'est assez faible vis-à-vis du nombre de vues. Mais encore dit, mais là, pour le coup, tu as tapé juste. J'ai tapé juste et puis en plus de ça, j'ai récupéré les bons followers, des followers qui sont intéressés par le contenu voyage et Asie, tu vois. Si vous faites un mème comme ça, c'est sûr qu'il faut le faire dans votre niche et il faut qu'il vous apporte quelque chose parce que comme dit là, si je fais du contenu Asie et que je publie un mème muscu qui fait des millions de vues, ça sert absolument à rien, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Donc les résultats sont super bons. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas les abonnés qui sont importants, c'est l'engagement. Et il y a beaucoup de personnes qui consomment sans s'abonner et puis ça marche aussi très bien. C'est ça qui est important quand vous allez vouloir vous vendre auprès de marques et auprès avec vos médias kits et tout. Les abonnés, c'est sûr que ça fait joli, mais comme Thomas l'a dit, les abonnés, ça s'achète. Donc, et puis les abonnés fantômes, ça sert absolument à rien. Si tu as 100 000 abonnés et que tu as 30 likes sur une vidéo et que tu as 3 secondes de vue en moyenne, comment tu peux vendre ça à une marque en fait ? Tu peux pas le vendre. Donc... C'est très très vrai. De toute façon, ceux qui sont sur le school, ils ont un guide comment faire une collaboration commerciale et contacter les marques. Ça, c'est parce que tu fais bien les choses. C'est aussi, moi je me suis tellement pris les pieds dans le tapis à vouloir contacter des marques. Moi j'ai contacté des marques de jus de fruits, des trucs, parce que je veux dire, faut que je décollab, faut que je vive de ça, jusqu'à comprendre que, non, t'es dans la niche métal, musique. Faut que tu aies des partenaires qui correspondent à cette niche-là. Donc j'ai eu la chance par la suite de comprendre. Là, il y a un partenariat avec Audio-Technica, un partenariat avec maplatine.com. J'essaye, Cobuzz, vous ne passerez pas sur cette vidéo, mais je vous attends aussi. Donc vraiment essayer d'orienter ça qualité musique. Ça parle bien plus à ma communauté à ce niveau-là. Mais effectivement, l'engagement compte, le nombre d'abonnés compte toujours un peu pour les marques. Mais si vous arrivez à avoir un nombre d'abonnés correct, et un gros nombre de vues derrière et d'engagement et de commentaires, banco. Et je rappelle encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour pouvoir vivre de votre création de contenu. Vraiment, il y a des gens qui sont à 10, 20, 30 K, qui gagnent bien plus qu'un docteur parce qu'ils gèrent bien leurs choses. Bon, ils sont peu quand même au-dessus d'un docteur, mais
qui arrivent à vivre sereinement, sans aucun problème, juste parce qu'ils gèrent bien leur réseau, leur partenariat et ce qui va avec. Je valide ce que Thomas dit. Si tu devais donner 3 conseils à ceux qui débutent demain leur aventure de créateur de contenu, quels seraient-ils? Alors le premier, parce que c'est un conseil que je donne vraiment à tout le monde, mais que les gens n'écoutent pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un matos de malade pour commencer. Un téléphone, ça suffit. Au final, vraiment. Et écoutez-moi, là, dépensez pas de l'argent inutilement, parce que si vous commencez et que vous vous rendez compte déjà, de un, que vous n'aimez pas ça, ben, ça sera un investissement inutile. Ensuite, ben, si tu fais du bon contenu, c'est pas forcément la qualité d'image et de micro est certainement importante, mais avec les téléphones d'aujourd'hui, c'est parfait. C'est parfait. Et là, d'ailleurs... iPhone 13 Pro, donc en plus il a 5 ans. Alors. Exactement. Et moi, bah, c'est l'iPhone 14 Pro Max. Et voilà, franchement, les gars, il n'y a pas besoin d'acheter 50 milliards de matos. Clairement. Juste commencez avec votre téléphone. C'est la meilleure caméra de poche que vous pouvez avoir et puis vous pouvez l'emmener partout. Le deuxième conseil, ça serait attendez pas d'être parfait pour publier. Parce que de toute façon, votre premier réel, votre première publication sera de la... Bip. Ouais, Voilà. c'est l'entraînement, c'est obligatoire. Moi, vous regardez ma première vidéo YouTube, c'est une catastrophe. Hein. Alors oui, elle est sympa, mais c'est une catastrophe, les gars, niveau visuel, niveau son et tout. Et au final, ben, c'est cette vidéo-là qui a lancé ma chaîne. Et si vous regardez aussi mes premiers réels Instagram, c'est une catastrophe. Donc, c'est au fur et à mesure que vous allez publier, non seulement que vous allez prendre de l'assurance, que vous allez comprendre ben, ce qui fonctionne pour votre communauté, et que vous allez commencer à pouvoir avoir des stats et que vous allez pouvoir justement suivre les conseils des statistiques et développer vos beaux contenus en fait. C'était pas très... Non, je pense que les gens qui savent sachent. Ouais, donc c'est ça. Deuxième conseil, lancez-vous, attendez pas que ce soit parfait, parce que si vous attendez que ce soit parfait, vous vous lancerez jamais. C'est clair. Voilà. Et le troisième conseil, prenez pas trop à cœur les mauvais commentaires. Et un commentaire, qui soit bon ou mauvais, ça reste de l'engagement. Et ça veut dire qu'il y a une personne qui a été assez malheureuse dans sa vie pour perdre du temps à vous laisser un mauvais commentaire. Ça veut dire que cette personne vous a donné du temps. Donc, même si c'est pas forcément agréable à lire, ça reste quand même que votre contenu a suscité quelque chose chez la personne. Et comme dit, c'est de l'engagement. Moi, en général, les mauvais commentaires, je les enlève pas, je les laisse. Et puis, des fois, quand je me dis qu'il y a possibilité d'avoir plus d'engagement encore, je réponds aux commentaires. Ouais, je troll, je taquine. Enfin, je fais comprendre à la personne que ça sert à rien de faire ça, que c'est inutile et que c'est juste idiot et qu'au final, elle me donne quelque chose alors qu'elle, elle perd quelque chose. Parce que moi, c'est mon boulot d'être sur les réseaux, mais la personne, elle perd juste du temps de vie. Voilà, elle perd du temps de vie avec quelque chose qui l'énerve. Et qui lui fait du mal au final. Ouais. Voilà. Très juste. Mes 3 conseils. Je leur dis généralement, quand vous avez un commentaire négatif, vous avez 3 choix. Soit vous ignorez tout simplement et vous passez votre chemin. Deuxième choix, vous pouvez masquer le commentaire. Comme ça, la personne n'aura pas d'attention ou d'approbation des autres. Ouais. Et troisième choix, qui est peut-être plus extrême, mais qui a sa place, c'est quand vous sentez que la personne est toxique, etc., que c'est rien de constructif, vous bloquez. Ouais. Oui, bloquer, c'est une bonne solution. En fait, ouais, tu sais, moi j'ai eu des menaces de mort. C'est votre royaume, vous faites ce que vous voulez. J'ai déjà eu des menaces de mort. Wow. Ouais, non, mais les Québécois, on ne croit pas comme ça, mais ils sont très racistes. Hein. Pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. Et en fait, ouais, j'ai eu pas mal de petites menaces de mort. Et du coup, bah ouais, non, mais j'ai tout screené, j'ai tout enregistré. Voilà, c'est des choses qui sont déposées à la police. Et puis le jour où je veux vraiment faire intervenir, je peux. Là, pour l'instant, tu te dis, c'est juste des personnes qui sont très malheureuses, tu sais, pour avoir des paroles comme ça. C'est pas quelque chose qui me touche, mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de laisser passer. Mais du coup, ces personnes-là, tu vois, j'ai tout screené, j'ai tout fait et tout. Et puis j'ai supprimé les commentaires et j'ai bloqué la personne. Normal. Et ils créent des autres comptes, hein, ces personnes-là, voilà. Mais comme dit, ils ont du temps à perdre avec ça. Ouais, clairement. C'est des choses qui arrivent. C'est la vie. En général, les personnes parlent plus qu'elles n'agissent. Enfin, moi, je suis pas inquiète avec ça. C'est les réseaux. Ça arrive. Après, il faut quand même dire que Julie a la capacité de péter des bras et des jambes avec tout le sport qu'elle a fait. Donc je pense, non mais on blague un peu, mais c'est l'air de rien. Je pense que ça t'apporte aussi une sécurité en plus, tu vois. Ouais.
Parce que Ah oui, je suis sereine par rapport à ça. Après, comme dit, tu sais, s'ils viennent à 4, c'est sûr que c'est un peu compliqué, quoi. Mais forcément, c'est tout le monde, tu je suis vois. grande, je fais 1m83. Tu sais, enfin, Et je ils veux dire, savent pas que tes high kicks peuvent faire mal. ouais. Mais Ouais. voilà, ça, c'est du coup, c'est un Mais, avantage. mais ça, ouais, c'est dans ta confiance. Après, je pense, Mm. imagine une petite créatrice, 1m50, 45 kilos, etc. Il y a un mec qui vient qui fait 15 kilos de plus qu'elle, elle est déjà dans la Mm. panade, tu vois. Mm. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais tu Ouais. sais que, avant, je disais, j'ai repris Jiu-Jitsu il n'y a pas longtemps. Moi, tu sais un des objectifs principaux du Jiu-Jitsu, c'est savoir péter un bras au cas où. Ouais, non, mais c'est Parce bien. C'est une que bonne chose. Bah, si tu veux, je peux te au montrer. Hellfest, au Hellfest, il y a un mec qui vient avec 2 pintes, il aime pas mon contenu, il se sent pousser des ailes. Ouais. Bah moi, je veux juste être en capacité. Et De te défendre. des Ouais. fois, je dis, cette phrase va ressortir un jour dans un drama, etc. Je dis, franchement, moi, j'ai aucun problème. Enfin, comment dire, moi, je pars du principe où je n'hésiterai pas à péter un bras pour donner l'exemple. Ouais, t'as raison. Ouais. Bah Et, après, le problème, c'est que ça peut se retourner contre toi. ça se Attends, retournera contre Thomas, moi, la c'est sûr. défense doit être proportionnelle à l'attaque. Donc Tout à laisse-le fait. frapper et puis après, t'agis. Ah, mais j'étais pris de panique, Non, mais j'ai ouais, paniqué, j'ai pété un bras, je suis désolé, je voulais juste annihiler la mais c'est ça. défense. Mais et même la légitime défense, hein, ça doit être dans les 3 secondes en fait. Hein, dans les 3, je crois, c'est quelque chose comme ça, dans les 3 secondes. En fait, si tu te fais agresser et que t'es par terre et que tu prends du temps pour te relever et qu'après tu frappes la personne, c'est plus de la légitime défense là. Donc ça marche pas et c'est toi qui as tout dans l'os. Donc voilà. Bon, ça n'arrivera pas, hein, ça n'arrivera pas. Hein, donc c'était pas, Ouais, ça n'arrive que très très rarement, surtout si vous êtes très très niché. Mais là, on parle vraiment du worst case scénario. C'est ça. Thomas, il me reste 3% de batterie. Donc du coup, on arrive aux questions annexes. Donc ça, c'est les questions qu'ont posées les gens sur le School, donc le petit groupe de formation qu'il y a en bio. Donc ils ont posé des questions, il y en a eu 4 en tout que j'ai retenues. Ouais. Alors, donc question pour toi, c'est qu'est-ce que tu referas ou ne referas pas sur ton nouveau compte Instagram? Donc, accès Instagram. J'ai bugué. Qu'est-ce que je referais pas? Partir sur toutes mes autres passions. Ok, très intéressant. Tu Ouais. peux développer? Ouais. Ben, parce que pour l'instant, comme dit, j'ai une communauté qui est vraiment axée sur mes conseils. Ils veulent mes conseils. Et puis, par exemple, truc tout bête, mais j'ai partagé un petit brin de moi sur un réel que je trouvais vraiment cool. Et je me suis dit, ben, parce que j'aimerais que ma communauté commence à m'apprécier pour la personne que je suis et pas seulement pour les conseils que je donne. Mhm. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Mais je pense que ce n'est pas le moment encore. Donc voilà, pour l'instant, je suis vraiment axée uniquement, comme dit, Asie. Et sur ce compte, je vais y rester. Je vais incorporer tout doucement l'art, parce que je suis artiste et je reprends la peinture. Et puis voilà, ça sera de l'art vraiment axé Asie. Donc ça reste quelque chose qui se mixe bien. En fait, ça fait un 2 en 1. Ouais. Donc ça, c'est possible. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour moi, ça. Mais par exemple, tout ce qui est muscu et trucs, c'est sûr que je vais moins partager. Ouais. Plus en story, tu sais. Les stories sont un bon moyen de montrer sa personnalité, Ouais. mais malheureusement, le système d'Instagram fait que tu peux être suivi par 10 000 personnes, les stories sont vues par 1000, une deuxième va être vue par 2000, une autre 300. C'est un peu dommage, mais ça fait un bon petit cœur. Mais j'ai fait un bond hein, dans les stories. Ouais. Pendant longtemps, pendant longtemps, ça fait même pas 3 mois que le compte est ouvert, mais pendant longtemps, au début, j'ai été bloquée à 100 vues, 200 vues, alors que j'avais déjà peut-être 2000 abonnés, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, je suis plus à 700, 800 vues déjà. Ah, c'est bien. Ouais. Ça fait presque... quand tu es aux alentours de 30% de ta communauté, c'est vachement bien. Donc ça commence tout doucement. Mais ouais, comme dit, je pense que je vais utiliser les stories pour créer justement ce rapprochement avec ma communauté. Pour l'instant, je peux pas trop le faire parce que je suis pas censée être en France. Donc je veux pas partager ça en story actuellement. Les gens n'ont pas besoin de savoir où je suis. Mais voilà, dès que je reviens au Québec, je vais partager beaucoup plus de contenu. Non, mais c'est très vrai. Perso. Dans les conseils que je peux donner, c'est de dire, quand on ouvre un compte Insta, c'est de trouver 3 piliers. Ouais. Mais genre, le pilier principal, c'est 80%. Quoi. Le reste, ça doit vraiment être annexe et il faut que ça ait un lien. Faut que ça ait un lien. Moi, c'est comme à l'époque où j'avais Metal et Moselle. C'est marrant, c'est l'engagement sur les deux, mais ça va pas du tout ensemble. Quoi. Enfin, ça marche pas. En fait, si j'avais parlé du métal en Moselle, sans parler d'ArcelorMittal, mais si j'avais parlé du métal en Moselle, il y aurait eu un lien. Mais là, c'était 2 sujets différents, donc il faut vraiment trouver. Par contre, tu vois, métal et médiéval,
Il y a déjà tu touches un peu les mêmes personnes, des geeks, etc. Puis les armures, la brutalité et tout. Ça, c'était cool. La brutalité, j'aime bien. Oh non, mais J'ai bien aimé ton dernier que t'as fait à Luxembourg. C'était à Luxembourg d'ailleurs ou C'était à pas? Rodemack, je crois. Rodemack, ah oui. En armure, là? Ouais. Oh, Tu marchais comme ça, là. Oh mon dieu, c'était trop drôle. Elle est en vente, cette armure. Elle est en train de me tuer à petit feu. J'aurais voulu être là quand tu l'as tournée juste pour me foutre de toi. J'avais un pote avec qui disait ah ouais, ça donne vraiment pas envie Je lui dis non, mais en fait, pour la petite histoire, c'est une armure purement esthétique, donc tu dois porter pour des reconstitutions médiévales, donc tu peux pas te battre avec en béour et tout. Et c'est une taille universelle. Donc, autant te dire que moi j'arrive avec mes jambonneaux énormes et tout, très compliqué. En plus, il faut le blouson en dessous, il faut aller chez un couturier pour avoir des œillets spéciaux. Ouais, t'as l'impression d'avoir un PC qui a aucun des programmes qu'il faut pour faire ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu penses que l'investissement en valait la chandelle? Non. Ok. Non, franchement. En fait, si tu veux, j'ai une autre tenue où j'ai des épaulettes achetées sur Amazon, un casque que j'ai acheté sur Le Bon Coin nasal, j'ai un plastron en cuir fait par un travailleur du cuir en Moselle, salut Mono d'ailleurs, si un jour tu passes ici. Il manque juste un futal et des bottes. Et là, je te fais un viking prêt à partir en va-t-en-guerre, mais pour le coup, j'ai déjà porté la tenue, elle est ultra stylée. C'est ultra léger, tu peux te battre avec. Ok. Ça, c'est vraiment cool. Donc, clairement pas rentable vis-à-vis de cette armure qui est truc. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé de la vendre. Mais tout ça pour revenir au sujet de base, c'est effectivement ces deux sujets voisins. Et encore, j'ai du mal à caser un petit peu. Donc, vraiment, je confirme, être mono-sujet, au début, c'est assez essentiel. Après, pour faire ce qu'ils appellent le personal branding, c'est-à-dire que les gens s'attachent à toi, c'est pas si simple que ça, hein. Franchement. C'est pas si simple, mais tu regardes, il y a certaines personnes, genre des go muscu, genre ultra baraques, qui font du contenu un peu sensuel pour ces mesdames, ça marche de fou. Ouais, mais c'est du. c'est du physique. C'est du female. C'est ça. Female bait, un truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, en vrai, ça peut fonctionner, les gars, hein, si c'est votre but. Mais derrière, vous vendez quoi? Vous vendez quoi derrière? Parce que j'imagine que là... Des striptease sur OnlyFans. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font ça. C'est ce que je disais. Non pas que je consomme ce type de contenu. Hein. Non. C'est dans cet aspect-là. Si on doit prendre ces exemples-là, c'est comme je te disais avant, c'est qu'est-ce qu'il y a à vendre derrière, quel est le but. Et puis, j'ai envie de dire, bon, ces mecs-là seront en couple, quoi. Comment tu vis en couple en ayant fait un contenu qui est basé sur ton physique? Ouais, non, c'est Par compliqué. contre, l'exemple que je peux te donner, c'est l'exemple qui est pour moi valable, c'est les mecs qui font un contenu muscu, mais qui sont totalement partis sur l'autodérision et l'absurde. J'ai un très bon exemple, je mettrai le compte à l'écran, il s'appelle Thomasio, c'est un mec qui fait des trails. Il est complètement taré, il fait de l'absurde, il pète tout le temps, il parle tout le temps de caca, enfin bref. Mais il est parti... Moi aussi, je parle tout le temps de caca. Excuse, vas-y, continue. Mais c'est tout ça pour dire, le mec est parti dans une démarche mais de l'absurde total. Ouais. Je me suis abonné à son compte, il avait 4000 abonnés, aujourd'hui il en a 140 000. Oh la vache. Il s'est fait sponsoriser par Oka et trucs comme ça. C'est trop bien. Parce que le mec est parti sur un truc et pour le coup, demain il commence à faire de la menuiserie, je vais suivre ses aventures. Parce que j'ai été attaché à sa personnalité directe. Ouais. Et là où en fait, je pense que la différence, c'est que je pense aussi des personnes qui ont beaucoup plus d'audace de venir avec une personnalité en bloc comme un marteau, en mode un peu nique sa mère, je viens, je suis comme ça, acceptez-moi tel quel. Alors que nous, on a, je pense, peut-être une approche un peu plus sécuritaire en disant je veux proposer un contenu aux personnes, un contenu sur ma passion, et moins juste venir en mode finger in the nose, slip sur la tête, ce qui est peut-être moins sécuritaire, mais qui est un pari. Après, tu as plein de gens qui sont comme ça, qui ne perceront jamais. Donc super, pour l'insight, peux-tu me citer 3 comptes qui t'inspirent et pourquoi? J'en ai pas. Non, c'est horrible de dire ça. Mais en fait, j'ai pas le temps de... Non, mais ça va... Moi, j'ai pas le temps, en fait. Si je veux pouvoir publier du contenu, j'ai pas le temps de scroller. Alors peut-être, je vais tourner la question différemment. Ouais. Quels comptes t'ont inspiré à toi aussi prendre les devants sur YouTube, etc., où tu t'es dit, waouh, ce contenu-là, j'aimerais trop le faire? Ah bah Thomas L, déjà, il m'inspire beaucoup. Voilà. Je déteste. C'est un mec, franchement, je supporte pas. Je l'adore. Merci beaucoup. Comment elle s'appelle, mince? Et en fait, elle fait c'est pas de la ASMR, mais tu sais, c'est des vidéos qui sont pas tant travaillées et beaucoup à l'intérieur. Bah, tu sais, c'est de la slow life, en fait. Ouais. Et elle montre un peu sa vie, ces choses comme ça. On voit jamais son visage, c'est une Coréenne. Ok. Ah ouais, faceless en plus. Faceless, ouais. Et okay. J'adore ce qu'elle fait. C'est des vidéos très calmes qui sont bons pour le moral. Comment elle s'appelle, mince?
Ouais. Excuse-moi, je suis vraiment... Mais ouais, malheureusement, dans mon cas, comme je passe mon temps à créer du contenu, et si je veux avoir le temps de dormir et de vivre un peu à côté, Ouais, oui. aller au sport et tout, honnêtement, j'ai pas le temps de... Ouais, c'est hyper vrai ce que tu dis, parce Ouais, que plus tu progresses dans on va dire le contenu game, moins tu as le temps de consommer. c'est ça. Et moi, ce que je regrette beaucoup, c'est un de mes principaux éléments de frustration, c'est que si je veux me concentrer à progresser pour générer un revenu, etc., Ouais. j'ai pas le temps de répondre aux commentaires. C'est ça. Et ça m'énerve parce que des fois, j'ai des publications qui ont genre 100, 200 commentaires, les gens, ils sont tous là à faire des commentaires positifs. J'adorerais prendre le temps de Mais tu peux répondre, pas, t'as pas le mais temps. c'est... Tu peux pas tout faire en fait. C'est pour Ouais, ça qu'il faut une équipe derrière. ouais, Parce que si tu prends le temps de créer, déjà les vidéos, il faut les tourner, il faut faire les scripts. Souvent, la plupart des vidéos sont scriptées pour pas perdre le fil. Donc non, tu perds du temps à scripter. Ensuite, tu perds du temps à la tourner. Ensuite, tu dois la monter. Ça prend beaucoup de temps le montage. Hein, pour ceux qui se rendent pas compte, là, c'est énorme le temps que ça prend. Puis en plus, il faut que tu te trouves une DA parce qu'il faut que les gens ils puissent voir aussi. Tu sais, les 3 premières secondes de la vidéo, ils doivent comprendre directement que c'est toi. Et puis après, faut prendre le temps d'écrire une description, de trouver la bonne musique, toutes ces choses-là. En fait, ça prend un temps monstrueux. Et après ça, il faut répondre aux commentaires, il faut répondre aux messages, il faut engager en story, il faut faire tout ça avec un job à temps plein plus à côté. ouais. Je suis désolée, c'est pas forcément possible. Moi, honnêtement, je devrais pouvoir étudier la concurrence, mais j'ai pas tant de temps que ça en fait. Ah ouais, ouais. Donc voilà. Donc oui, Thomas, forcément, je te mets dedans. Louis San. Ah oui, bah Louis San, oui, Avant forcément. que je commence YouTube, je crois que Ouais. c'était le seul que je regardais Ok. énormément, tu vois. Et sinon, encore une, honnêtement, je trouve pas le nom de la personne. Apparemment, je ne suis pas abonnée à elle. Oups. Oupsie. Mais Bah, ouais, des fois, on regarde le contenu de loin. Suedou, si, Suedou. Ok, SUE2DU. ok. Je mettrai de toute façon à l'écran Ouais, elle fait juste du les contenu. impressions. Ouais. Ok, super. Quelle difficulté tu as... Alors ça, c'est une question un peu large, tu as un peu répondu et tout. Mais on va dire dans ta création de contenu au global, je vais te simplifier la question, c'est quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée et comment tu l'as surmontée? Au niveau de la création globale, Bah, on va dire sur toutes tes années de création de contenu, quelle est la chose qui t'a le plus posé de soucis et comment tu as réussi à... Je sais qu'avant, tu m'avais parlé d'organisation, un truc comme ça. en fait, c'est plus le contact avec les gens. Ok, Tu sais, moi, je suis une introvertie. Je sais que vous ne pouvez pas vraiment le croire comme ça, parce que je parais extravertie, mais je ne le suis pas du tout. Pour moi, avoir un contact avec les gens, c'est très, très dur. Oui, voilà, c'est très dur. Et en fait, quand je suis arrivée à Montréal et que j'ai commencé à rentrer dans le monde de l'influence et que j'ai commencé à être invitée à des événements influenceurs, des choses comme ça, le fait de voir les gens agir, ça a été dur pour moi de me dire que j'arrivais dans ce monde-là, que j'aime pas du tout en fait. C'est faux, tu sais, et puis ils sont à l'affût de la Ah, moindre oui. chose, la caméra toujours à la main. C'est pas très agréable. Moi, quand je fais mon contenu, en général, j'arrive, je bosse, je fais mon contenu, je pose, et puis après, on n'en parle plus. Tu sais, la caméra, je l'ai pas avec moi H24. Tu sais, Ouais, ouais, je veux pouvoir aussi un peu profiter du moment, forcément. même si c'est compliqué parce que tu as toujours dans la tête la manière dont tu vas filmer les choses, que tu vas dire, toutes ces choses-là. Mais c'est plus la manière dont d'autres personnes agissent qui m'ont fait me dire que je voulais pas devenir cette personne. Et en fait, je me suis éloignée de ça. Donc maintenant, quand il y a des événements influenceurs, je réfléchis vraiment si je suis prête à accepter de subir ça ou pas. Et des fois, oui, je suis prête à l'accepter, et des fois, non. 90% du temps, je ne suis pas prête à l'accepter. Je refuse énormément d'événements à cause de ça. Ouais. Puis en plus, ça n'a plus aucun rapport avec mon contenu non plus, vu que je vis à Montréal et je fais du contenu Asie. Au pire, tu sais, si je peux être invitée sur des stands Asie, mais ça reste que c'est à Montréal. Donc pour moi, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée à mon compte. Ça me donne du travail supplémentaire, souvent pour pas grand-chose, parce que ce genre d'événements sont souvent pas payés. Tu as des petits cadeaux, des trucs et tout, mais ce pas les cadeaux qui te payent les factures. Donc non. voilà. Donc au final, moi, j'estime que c'est un peu du travail gratuit. Et c'est du temps de vie que tu perds. J'essaye vraiment, au jour d'aujourd'hui, de penser au temps que j'investis comme du temps de vie. Est-ce que ce temps de vie que je perds, entre guillemets, en vaut la chandelle ou pas? 90% du temps, c'est pas le cas.
Voilà. Ok, super intéressant. C'est vrai que tu as cité un truc, c'est au bout d'un moment, on parlait avant des opportunités que ça débloque. Ouais. Et la grande frustration, c'est de ne pas pouvoir répondre à ces opportunités. Moi, c'est vrai que par exemple, dans la sphère métal, j'ai énormément, j'ai quand même récemment des invitations à des concerts gratuits. Waouh. Le problème, c'est que c'est à Lille, c'est à Paris. Donc, c'est il y a un à investissement, tu dois acheter un billet de train. Le problème, c'est que je peux même pas. Parce qu'on va dire, pareil, c'est vraiment vision entrepreneur. Ouais. Je peux aller à ce concert-là avec un groupe qui me plaît, ça va être super bien. Donc, il faut que je prévoie l'essence ou le train pour y aller, Ouais. le logement le soir, Oui. et ensuite le retour. Donc, Ouais. ça va me prendre 2 jours, 1 nuit d'hôtel, de l'essence. Donc, du coup, pour faire un contenu qui ne va pas me rapporter d'argent. Ouais, plus encore la création de contenu. Parce que comme tu es en train de filmer, tu n'es pas complètement à 100% dedans, Non. parce que tu dois réfléchir à ce que tu vas filmer pour que ça fonctionne. Et après, tu as tout le montage à faire. Ouais. Et comme c'est un partenariat, techniquement, tu vas prendre plus de temps parce que tu veux qu'il soit super qualitatif. C'est ça. Et du coup, Est-ce que ça vaut le coup ? C'est pas rentable. Et du coup, je me suis mis à refuser pas mal d'événements, quitte à me fermer des portes, etc. Mais tu préfères payer ta place de concert et profiter pleinement plutôt que... Ouais, clairement, de loin. Et je pense que tu as raison. Ouais, Mais tu sais, le problème aussi au jour d'aujourd'hui, le fait que tu aies beaucoup de marques et de restos et tout ça qui t'invitent gratuitement, ils t'offrent le repas, mais ils ne te rémunèrent pas derrière, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui acceptent ça. Ouais. Oui, alors moi pour le coup, je suis hyper sincère. Hein. Tous les restaurateurs qui me contactent en Moselle, etc., j'aurais dit... Par contre, si vous voulez une collaboration, etc., si vous m'invitez gratuitement, que c'est vraiment de bonté de cœur, je ferai une jolie story, je mettrai votre nom, etc. Si vous voulez une vidéo comme j'ai fait pour les autres, pourquoi est-ce que les autres ont payé et vous ne devriez pas payer Pour moi, c'est de l'équité, donc non. Puis tu sais, ils payent pour ta visibilité. Et ta visibilité, tu ne l'as pas reçue gratuitement du jour au lendemain. Tu as travaillé des heures et des heures et des heures. Quand tu annonces un tarif aux gens, ils disent « Ah, mais on pensait que c'était gratuit. » Moi, c'était un dialogue que j'ai eu avec une entreprise. Ils disaient « On pensait que c'était gratuit pour que vous fassiez du contenu sur la Moselle. » Je lui dis « Mais attendez, si vous me contactez aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai une visibilité. Quand j'avais 2000 abonnés, on aurait pu aussi faire du contenu sur la Moselle, mais vous m'avez pas vu. Donc je dis voilà, maintenant c'est... en fait, vous payez pour le travail que j'ai fait en amont. Mais c'est ça, un influenceur type comme nous, toi tu es encore dans la sphère au-dessus de moi vu que tu as beaucoup plus d'abonnés, mais si tu payes un influenceur, techniquement, dans notre catégorie, tu sais, pas avec des millions et tout d'abonnés, de vues et tout, ces influenceurs-là, ils vont coûter très très cher. Mais nous, on coûte moins cher qu'une agence de publicité. Clairement. Et on peut faire du meilleur travail selon ce qu'on produit, parce que tous les influenceurs n'ont pas forcément du contenu qualitatif, mais on est moins cher qu'une agence de pub. Donc, faut pas baisser vos tarifs pour autant et il ne faut pas travailler gratuitement. Ouais. Après, c'est sûr que si vous devez payer des factures à la fin du mois, il y a des concessions qui peuvent être faites, mais essayez plutôt de trouver une sorte de produit moins cher que vous pouvez proposer que... Des packs ? Quoi ? Des packs ? Ouais, des packs, mais je veux dire, tu vois, si par exemple, si une marque ou un... Moi, je prends un exemple, un restaurant, ils n'ont pas forcément le budget pour la vidéo. Moi, j'ai prévu un produit qui est 2 fois moins cher, qui me demande beaucoup moins d'efforts et qui peut leur apporter autant. Donc, essayez de prévoir ça. Et après, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué parce que autant dans la sphère locale, food, travel, il y a déjà une économie qui est placée et tout. Si je prends la sphère métal, il y a tellement peu de budget dans la musique que moi j'ai dû vraiment baisser mes tarifs pour que ça corresponde un peu plus au métier et arrêter de me dire que par rapport au nombre d'abonnés, je vais faire ça. Et en fait, c'est là où tu arrives un peu à ce truc de j'ai baissé mes tarifs pour avoir 5 clients par mois, mais il vaut mieux 5 clients que 0, tu vois. Donc c'est un peu... mais ça c'est pareil, hein, c'est non pas pour faire une pub constante, mais si les personnes sur The School vont au bout d'un moment avoir des collaborations et des trucs comme ça, moi je vous accompagne là-dedans parce qu'il y a vraiment une gestion à avoir et faut pas juste vous dire « Ah, il me paye pas, il me paye que ça, jamais de la vie, truc ». On peut toujours trouver un chemin pour que faut savoir faire des concessions. Ouais. C'est l'entrepreneuriat. C'est ça. Mais après, comme dit, si vous y perdez plus que vous y gagnez, mais quand vous commencez, c'est bien de pouvoir faire des concessions parce que ça va te permettre aussi de voir ce qui est bon pour toi ou pas et comment ça se passe, d'avoir une base solide après pour démarcher d'autres marques et des choses comme ça. Donc,
C'est sûr qu'il ne faut pas tout de suite être fermé à dire non, c'est mes tarifs, et puis si ça ne marche pas comme ça ne marche pas comme ça. Là, à ce moment-là, vous n'aurez pas de base. Mais si vous avez déjà fait pas mal de petites choses et qu'en fait, vous commencez vraiment à sortir du lot, ben là, oui, c'est sûr, baissez pas vos standards pour autant. Mais comme dit Thomas, trouvez peut-être des packs plus bas financièrement. Enfin, vous trouverez toujours une solution. Mais oui, ne vous sous-vendez pas non plus. Ouais. Après, on ne l'a pas mentionné, mais il faut aussi bien se dire, quand vous débutez sur votre compte, vous avez 5 000, 10 000 abonnés, etc., on commence à vous contacter. Partez du principe, c'est comme les comptes éducatifs, il faut donner gratos au départ pour pouvoir valoriser ça par la suite. Parce que quand une marque va vous contacter, le mieux que vous puissiez faire, c'est dire j'ai déjà collaboré avec voilà ce que ça a donné. C'était, vous n'êtes même pas obligé de dire que c'était payant ou gratuit, etc. Ouais. Mais il faut au moins que vous apportiez quelque chose sur la table en disant quand je fais des collaborations, ça donne ça. Parce que c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais peut-être vous faites des risques qui marchent au taquet, tout est super, etc. Puis vous faites votre première collaboration commerciale, vous avez fait un bon script, etc. Puis d'un coup, ça marche pas. Parce que les gens, ils ont dit non, mais ça c'est une collaboration, c'est pas du contenu réel, c'est pas comme d'habitude. Donc il y a vraiment une compréhension. Moi, entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, c'est totalement différent. Ouais. Et c'est vraiment, tous ceux qui peuvent dire c'est un métier facile, franchement, ils méritent une brique dans la tête parce que c'est de loin le plus difficile que j'ai pu faire. J'aurais pas été aussi violente, mais oui, c'est vrai. Même 2 briques dans la tête. Allez. Dernière question pour finir en beauté, c'est quelle est ta motivation au quotidien et est-elle la même qu'au début ? Non, c'est pas la même. Enfin, quoique si, parce que c'est toujours côté job. Là, comme dit, ma motivation au départ, ma motivation au départ, c'était vraiment de pouvoir mettre toutes les chances de mon côté pour décrocher un boulot. Maintenant, ma motivation, c'est de pouvoir devenir freelance. Ok. Mais ça reste toujours travail. Hein. La motivation, elle est là. Elle est là. Je fais pas ça gratuitement. Enfin. Objectivement, si, pour l'instant, gratuitement, j'ai quand même une petite rémunération YouTube, mais c'est rien du tout, ça permet vraiment même pas de faire les courses, quoi. Mais ouais. Tu fais une fondation pour la suite, quoi. C'est ça, je pose les briques. De toute façon, mon plan, quand je l'ai construit à la base, il était pas sur 3 ans, il était sur 5 ans. Donc là, on y est. Hein. C'est l'année charnière, la 2026, c'est l'année charnière. Donc voilà, ça s'est pas forcément passé comme prévu, mais comme dit, ça a évolué dans le bon sens, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais oui, ma motivation, ça reste le travail et l'argent. Faut bien vivre d'une certaine façon. Soyons honnêtes. De toute façon, après, quand on dit travailler avec sa passion, dans travailler avec sa passion, il y a travailler. On travaille pourquoi ? Pour pouvoir se nourrir à côté, quoi. Donc, c'est un beau goal, mais il ne faut pas oublier que l'argent, c'est quand même central pour pouvoir perdurer. Surtout au départ, hein, c'est sur les 5 premières années, comme tout entrepreneur. Déjà, au bout de 3 ans, généralement, les gens abandonnent. Donc, si vous avez dépassé les 3 ans, c'est déjà bien. Il y en a qui passent même moins de temps. Il faut entretenir, il faut trouver des idées, etc. Il faut tout faire. Merci Julie. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux ? De rien Thomas. Sur YouTube, Instagram, TikTok et puis les réseaux chinois. C'est Julie _théorie. Théorie, la version anglaise avec un Y. Ok. Puis voilà. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans les prochains mois ? Ce que vous pouvez attendre de moi, c'est le développement de mon business. Ça y est, on commence, année 2026, année charnière. Là, je vais commencer en fait à lier mon contenu Asie avec mon art. J'aimerais revenir à quelque chose de plus traditionnel parce qu'avec l'IA et puis tout ce qui est digital, tu sais, c'est du fake, toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte que je valorisais beaucoup plus le travail de l'humain. Ah oui. Tu vois ? Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, de pouvoir valoriser les personnes qui ont développé pendant des dizaines d'années des capacités, parce que l'art, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas forcément du talent, c'est aussi beaucoup de travail. Et je pense que c'est important de valoriser ça plutôt que de valoriser ce qui est fait en IA en 2 secondes et demie. Donc voilà, donc là je suis en train de développer ça et puis je vais recommencer à vendre mon art. Je vais vous emmener voyager avec moi. Je vais avoir des collaborations avec des agences de tourisme, avec beaucoup d'éléments en ce qui concerne le voyage. Donc c'est ça, en fait, je vais continuer à vous voyager, vous partager des bons itinéraires de voyage, tester des choses pour vous, et puis vous offrir la possibilité de voyager à travers mon art également. Ça, c'est la première étape de 2026. Et puis pour le reste, j'en dis pas plus, vous le verrez au fur et à mesure.
Très bien, je pose tous les liens de Julie dans la description et je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Création de contenu, organisation, bref, vous connaissez la musique. Au revoir les gens. Bye.